Ces morts dépassent l'entendement, des scènes d'une brutalité inouïe, déchirant la chair et détruisant des vies. De la violence la plus sauvage aux accidents les plus dévastateurs, elles révèlent le côté le plus sombre et le plus macabre de l'existence humaine. Aucune pitié, aucune échappatoire, juste une réalité crue, terrifiante, qui met à l'épreuve les limites du corps et de l'âme. Préparez-vous à affronter la vérité brutale de la mortalité comme jamais auparavant. Voici 2 heures des morts les plus atroces jamais enregistrées. Nous sommes le 3 septembre 2010, dans le comté rural de Devon, en Angleterre. Mike Edwards, ancien violoncelliste du légendaire groupe de rock des années 70, Electric Light Orchestra, ELO, roulait sur la route A381 près de Totnes. Figure appréciée du monde musical, il se rendait à un concert lorsque l'impensable se produisit. Un énorme ballot de foin, pesant près de 600 kg, dévala une colline, s'écrasa contre son van et causa son décès sur le coup. Cet accident rare et tragique bouleversa la communauté musicale et laissa beaucoup de questions sur la façon dont un événement aussi improbable avait pu survenir. Mike Edwards était né le 31 mai 1948 à Londres. La musique faisait partie intégrante de sa vie, inspirée par son père qui jouait du violoncelle en amateur. Son talent le mena à la prestigieuse Royal Academy of Music, où il affina son jeu et développa une grande polyvalence musicale, explorant le classique et plus tard le rock. En 1972, il rejoignit l'Electric Light Orchestra, ELO, groupe connu pour mêler des sonorités classiques au rock. Son violoncelle devint un élément clé du son novateur du groupe, mais c'est aussi par ses performances excentriques qu'il se fit remarquer. Il jouait parfois avec des fruits à la place de son archet ou ajoutait des effets pyrotechniques à ses prestations. Ces mises en scène originales contribuèrent à l'identité du groupe dans ses premières années. Malgré son succès, Mike quitta ELO en 1975, préférant une vie plus calme. Il se consacra à l'enseignement. Plus tard, il adopta le nom de Swami Deva Pramada, reflet de sa quête spirituelle en tant que disciple du maître indien Osho. S'il s'était éloigné des projecteurs, son influence sur la musique restait indéniable. Le jour de l'accident, Mike conduisait tranquillement sur une route de campagne, loin d'imaginer le danger imminent. Non loin de là, un ballot de foin avait été laissé au sommet d'une pente raide. La veille, Russell Williams, un entrepreneur travaillant pour le fermier Brian Burden, l'avait déplacé, mais faute d'équipement adéquat, il avait dû interrompre son travail. Pensant que le ballot était stable, il l'avait laissé en place. Tragiquement, ce n'était pas le cas. Alors que Mike passait sur la route, le ballot se détacha et roula en contrebas. Il brisa une clôture en fil de fer et une haie avant de percuter violemment son van. Le choc fut dévastateur et ne lui laissa aucune chance. Ce jour-là, il faisait beau et le ciel était dégagé, rendant l'événement d'autant plus incompréhensible. L'annonce de son décès bouleversa ses proches, ses amis et ses fans. Une enquête fut rapidement ouverte pour déterminer les circonstances du drame et la responsabilité des personnes impliquées. Brian Burden et Russell Williams furent poursuivis pour manquement aux règles de sécurité, les procureurs affirmant que l'accident aurait pu être évité. Le jury les déclara non coupables, concluant qu'il s'agissait d'un accident tragique mais imprévisible. Sa disparition laissa un vide immense. Jeff Lynne, cofondateur d'ELO, se souvint de lui comme d'un musicien talentueux et d'un homme généreux, rappelant ses performances mémorables. Ses fans et collègues célébrèrent de son héritage musical, témoignant de son originalité et de son influence. Après sa mort, sa famille et sa communauté continuèrent d'honorer son souvenir. Ses élèves, ses amis et ses compagnons de scène parlèrent de l'impact qu'il avait eu sur leur vie. La disparition de Mike Edwards rappelle à quel point la vie est imprévisible. De ses débuts révolutionnaires avec ELO à son engagement dans l'enseignement et la musique, il laisse derrière lui une empreinte qui traversera les générations. Le soir tempétueux du 14 février 2014, Julie Silito, 49 ans, chauffeuse de minicab à Finsbury, dans le nord de Londres, travaillait comme tant d'autres nuits auparavant. Maman dévouée de 3 enfants et bientôt grand-mère pour la 2e fois, elle avait malgré tout pris la route ce soir-là, alors que de violentes rafales balayaient la ville. Elle tenait à travailler pour pouvoir offrir un cadeau d'anniversaire à son mari, un geste altruiste qui allait tourner au drame. Julie était connue comme une femme affectueuse et joyeuse, profondément attachée à sa famille. Mariée à Steve Silito, consultant en sécurité, elle avait élevé 3 fils avec lui. Tous deux attendaient avec impatience
annonce la naissance de leur nouvelle petite fille. Une nouvelle qui remplissait Julie de bonheur. Ses proches la décrivaient comme chaleureuse, sociable et entièrement tournée vers les siens. Son dévouement à sa famille n'avait d'égal que sa force de travail. Et ce soir de la Saint-Valentin, elle avait choisi de sortir pour gagner un peu plus et faire plaisir à son mari. Vers 23h05, alors qu'elle était garée près de la station de métro Holborn, en plein centre de Londres, son taxi Skoda Octavia argenté a été frappé par une force soudaine et inimaginable. Alors que sa voiture stationnait sur le bas-côté, des rafales violentes ont arraché un énorme bloc de maçonnerie en béton provenant du parapet d'un bâtiment victorien de 120 ans. La section de pierre, haute de près de 2 mètres et pesant près de 2 tonnes, s'est effondrée brutalement sur le véhicule. L'avant du taxi a été entièrement écrasé, le toit enfoncé, laissant Julie prisonnière au poste de conduite. Elle est morte sur le coup, victime de blessures crâniennes catastrophiques. Dans la voiture se trouvaient également 2 passagers, Luke Fitton, 25 ans, et sa compagne Bo Utinbos, 24 ans. Le couple avait appelé le taxi après un dîner de Saint-Valentin au restaurant de Gordon Ramsay. L'impact des débris les a en partie ensevelis. Luke a été grièvement blessé à la poitrine, coincé sous les gravats jusqu'à l'arrivée des secours. Bo, brièvement inconsciente, a repris ses esprits. Malgré la douleur intense à la jambe et du métal appuyé contre son visage, elle a réussi à ramper hors de la carcasse. Les secours, pompiers de Londres, ambulanciers et policiers sont arrivés en quelques minutes. Près de 20 pompiers se sont relayés pour extraire Luke et Bo, tandis que les paramédics tentaient de réanimer Julie sur place. Mais leurs efforts furent en vain. Elle fut déclarée morte. Le couple fut transporté dans 2 hôpitaux distincts. Luke avec des blessures graves, Bo avec des traumatismes plus légers. Un passant a lui aussi été blessé à la jambe dans le chaos. Le lendemain matin, des périmètres de sécurité ont été installés autour du bâtiment et plusieurs immeubles voisins ont été évacués par précaution. Le public fut sous le choc, les images du taxi écrasé, noyé sous les gravats, ont circulé rapidement dans les médias. Toute la communauté, et particulièrement ceux qui connaissaient Julie, a été bouleversée par cet accident aussi improbable que fatal. Dans les semaines suivantes, une enquête officielle sur sa mort a révélé des détails préoccupants. Le propriétaire de l'immeuble, Taskanzet de Greenberg Development Limited, n'avait jamais réalisé d'examen structurel complet ni d'évaluation des risques depuis son achat en 2007. Bien que la loi ne l'exige pas, cette absence de contrôle a soulevé des inquiétudes. Des experts ont confirmé que l'âge et la conception du bâtiment pouvaient engendrer des faiblesses structurelles et que les vents extrêmes avaient probablement déclenché l'effondrement. Toutefois, aucun signe visible de négligence ou de dégradation avancée n'avait été constaté. Le jury a finalement conclu à une mort accidentelle. Lors de l'audience, Steve Silito, son mari, a plaidé pour une réforme législative rendant obligatoire les inspections structurelles des bâtiments anciens. Évoquant Julie comme son tout, il a exhorté chacun à tirer des leçons de cette tragédie. En larmes, il demanda à l'un des passagers survivants si Julie avait souffert. La réponse, qu'elle était morte sur le coup, lui a apporté une maigre consolation. La mort de Julie Silito reste un rappel bouleversant de la fragilité de la vie et de la brutalité de forces échappant totalement au contrôle humain. Sa famille, ses amis et même ses passagers gardent en mémoire cette nuit dramatique entre douleur et gratitude pour la vie qu'elle a vécue et pour ceux qui, de justesse, ont survécu. Le 30 juillet 2005, à Benidorm, en Espagne, Mildred Bowman, 62 ans, et Alice Wardle, 68 ans, 2 sœurs originaires de Gateshead, en Angleterre, venaient d'arriver pour des vacances tant attendues au Levant Club Apartments. Ces voyages en Espagne étaient une tradition régulière pour elles. Veuves et grand-mères, elles appréciaient ces séjours relaxants. Les sœurs avaient prévu de retrouver le lendemain la fille d'Alice, son mari et leurs 2 enfants. Mais lorsqu'ils sont arrivés au lieu de rendez-vous, Mildred et Alice étaient absentes. L'inquiétude s'est rapidement installée, car les 2 femmes étaient connues pour leur ponctualité et leur fiabilité. Durant les jours suivants, leur famille a cherché partout dans Benidorm, visitant leurs endroits habituels et interrogeant les habitants, mais aucune trace d'elles n'a été trouvée. Au Levant Club Apartments, le personnel de l'hôtel a remarqué que la porte de leur chambre restait fermée et intacte depuis plusieurs jours. Le 4 août, un technicien de maintenance est entré dans la chambre pour enquêter. Ce qu'il a découvert allait le marquer à jamais. Mildred et Alice ont été retrouvées sans vie sous l'imposante structure en bois d'un lit escamotable. Ce lit, censé être solidement fixé au mur, s'était détaché et s'était effondré sur elles pendant leur sommeil. Piégées sous son poids, elles y sont restées coincées. Les indices ont révélé qu'elles avaient probablement été bloquées là pendant 4 jours. Incapables de se libérer, elles ont vécu une agonie lente et douloureuse, des blessures sur leurs mains témoignant de leur tentative désespérée pour s'échapper. Une enquête menée par le coroner de Gateshead, Terence Carney, a révélé les circonstances tragiques de l'incident.
Les vis fixant le cadre du lit étaient trop petites pour les chevilles du mural, ce qui a conduit au détachement et à la chute du lit. Le coroner Carnet a qualifié ces décès de totalement évitables, insistant sur le fait qu'une installation correcte aurait empêché ce drame. Ces conclusions ont bouleversé la famille des sœurs, qui espérait obtenir justice et responsabilité. Cependant, un tribunal espagnol avait déjà innocenté la direction de l'établissement quelques mois auparavant, jugeant que le complexe n'était pas directement responsable de la mauvaise installation du lit. Cette décision a accentué le chagrin de la famille. Les enfants de Mildred, Paul, John et Carol Gregory étaient dévastés et révoltés. Malgré leurs efforts acharnés pour tenir la direction du complexe responsable, aucune action n'a été entreprise. Paul a exprimé son indignation, soulignant l'injustice de voir sa mère et sa tante subir une souffrance inimaginable sans qu'aucun responsable ne soit désigné pour cette tragédie évitable. Ce drame a suscité des discussions plus larges sur la sécurité dans les hôtels et les responsabilités des opérateurs touristiques. La fille de Mildred, Carol, a insisté sur la nécessité de réformes pour prévenir de futurs incidents, affirmant qu'un tel événement ne devrait jamais se reproduire. Elle a exhorté à prendre des mesures pour protéger les voyageurs. La famille a également affronté une bataille juridique difficile avec l'opérateur touristique Thomas Cook. Bien que l'entreprise ait initialement proposé une indemnisation, elle s'est rétractée, invoquant le temps écoulé depuis l'incident. Ce revirement a laissé la famille se sentir abandonnée et impuissante dans sa quête de justice. Un porte-parole de Thomas Cook a exprimé ses condoléances, mais qu'aucun accord n'avait été trouvé malgré les efforts déployés. Lors de l'enquête à Gateshead, le coroner Carnet a réaffirmé que la tragédie était due à l'utilisation de vis inappropriées. Il a décrit ces décès comme évitables, soulignant l'importance de mesures de sécurité adéquates dans les hébergements. Malgré leurs efforts incessants, la famille a fait face à de nombreux obstacles juridiques et bureaucratiques. Elle a appelé à des réglementations plus strictes dans l'industrie du tourisme pour protéger les voyageurs. Leur plaidoyer illustre comment la négligence peut entraîner des conséquences dévastatrices, même dans des environnements en apparence sûrs. La famille continue d'honorer la mémoire de Mildred et Alice. Leur histoire est un avertissement sur les conséquences de l'inaction et la nécessité de responsabiliser les acteurs pour garantir la sécurité des visiteurs. Elle témoigne aussi de la résilience d'une famille déterminée à obtenir justice malgré une perte immense. Les décès de Mildred Bowman et Alice Wardle rappellent tragiquement comment des erreurs évitables peuvent entraîner des conséquences fatales. Leur histoire soulève des questions cruciales. Des mesures de sécurité renforcées auraient-elles pu les sauver? Que peut-on faire pour responsabiliser davantage ceux qui négligent ces mesures? Ces questions alimentent l'appel à des changements, incitant l'industrie à placer la sécurité au cœur de ses priorités pour tous les voyageurs. Le 13 octobre 2011, à Fan, une ville animée du sud de la Chine, un drame bouleversant s'est déroulé, suscitant une indignation mondiale et poussant une nation entière à remettre en question ses valeurs. Wang Yue, une fillette de 2 ans surnommée affectueusement Yue Yue, marchait près d'une rue bondée du marché lorsqu'elle s'aventura sur la route. Ce qui suivit choqua le monde entier. Alors que Yue Yue trottinait, une camionnette blanche la renversa et continua sa route sans s'arrêter. Quelques instants plus tard, un deuxième véhicule, une camionnette bleue, écrasa l'enfant déjà blessé. Pendant les 10 minutes qui suivirent, plus d'une douzaine de passants marchèrent ou roulèrent à vélo près d'elle. Certains lui jetèrent un bref regard, d'autres semblèrent ne même pas la remarquer. Pas un seul ne s'arrêta pour lui venir en aide. Les caméras de sécurité enregistrèrent ces scènes déchirantes. Les images montraient Yue Yue allongée dans la rue, en détresse. Finalement, une femme âgée s'approcha d'elle et tenta de déplacer l'enfant vers un endroit sûr. Ne pouvant la porter seule, la femme partit chercher de l'aide. C'est alors que Shen Xian, une ramasseuse de déchets, intervint et porta Yue Yue hors de la route. La fillette fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais ses blessures étaient trop graves. Le 21 octobre, 8 jours après l'incident, Yue Yue succomba à une défaillance cérébrale et organique. La vidéo de l'incident se propagea rapidement, suscitant colère, tristesse et incompréhension à l'échelle mondiale. Beaucoup peinaient à comprendre comment une enfant pouvait être laissée dans un tel état, ignorée par tant de personnes. Cette tragédie exposa non seulement l'horreur de l'événement, mais aussi un problème sociétal plus profond, une indifférence croissante dans une nation en plein développement. Les réseaux sociaux en Chine, notamment des plateformes comme Sina Weibo, furent inondés de messages exprimant choc et douleur. L'affaire déclencha des débats passionnés sur la moralité et la compassion dans la société moderne.
Beaucoup blâmèrent l'urbanisation et la croissance économique pour avoir favorisé l'isolement et l'égoïsme. D'autres pointèrent du doigt le système juridique chinois qui dissuadait souvent les gens d'aider autrui par crainte d'être tenus légalement ou financièrement responsables. La Chine avait déjà connu des cas où des personnes ayant tenté de porter secours avaient été accusées ou poursuivies en justice. Ces incidents avaient créé une culture d'hésitation. Dans le cas de Yue, de nombreux témoins semblaient trop effrayés pour agir. Cette tragédie mit en lumière un fossé croissant entre le succès matériel et les valeurs traditionnelles comme l'empathie et la responsabilité communautaire dans la société chinoise. Certains commentateurs affirmèrent que la focalisation sur la croissance économique avait érodé le tissu moral de la société. Une question posée par un professeur de religion, Lei Yangping, résuma le sentiment national. Qu'est-ce qui a mené à cette tragédie? Nos lois, notre richesse ou notre indifférence? Les responsables gouvernementaux abordèrent également l'incident. Wang Yang, alors chef du parti communiste de la province du Guangdong, appela à une réflexion sur la boussole morale du pays. Il y eut aussi des appels à des réformes juridiques, notamment l'introduction d'une loi du bon samaritain pour protéger ceux qui portent le secours en cas d'urgence. Dans les jours qui suivirent, des dons affluèrent pour couvrir les frais médicaux de Yue et pour soutenir Chen Xian en reconnaissance de son acte de compassion. Si certains louèrent son geste, d'autres doutèrent de ses intentions, reflet d'une société où la confiance et la bienveillance étaient devenues fragiles. La mort de Yue symbolise les défis moraux auxquels la Chine moderne est confrontée. Son histoire continue de résonner alors que les gens s'efforcent de reconstruire un sens de la compassion et de la responsabilité sociale. Et si quelqu'un était intervenu plus tôt, des protections légales auraient-elles encouragé les passants à agir ? L'histoire de Yue a laissé une empreinte indélébile sur la conscience collective. Elle appelle à réévaluer la manière dont la société valorise les liens humains au milieu d'un progrès rapide afin de s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. Le 2 septembre 2015, une image a bouleversé le monde et attiré l'attention sur la crise des réfugiés. Il s'agissait d'Alan Kurdi, un petit garçon syrien de 2 ans qui avait perdu la vie en mer Méditerranée aux côtés de sa mère et de son frère aîné. Sa famille, originaire de la ville dévastée de Kobané, fuyait la guerre dans l'espoir de trouver la sécurité. Leur destination finale était le Canada, où des proches les attendaient à Vancouver, mais leur voyage s'est tragiquement terminé avant même d'atteindre l'Europe. La famille Kurdi avait déjà vécu des années d'instabilité. Fuyant les violences de la guerre civile et les attaques des groupes armés, ils avaient été contraints de se déplacer plusieurs fois à l'intérieur de la Syrie. Finalement, ils s'étaient réfugiés en Turquie, mais les conditions de vie y étaient précaires et incertaines. En 2015, la situation à Kobané s'aggrava encore, les forçant à chercher une nouvelle échappatoire. Abdullah Kurdi, le père d'Alan, tenta d'amener sa famille au Canada, mais leur demande de parrainage fut soit incomplète, soit rejetée en raison de lourdeurs administratives. Privés de solutions légales, ils se tournèrent vers des passeurs qui leur promirent de les aider à traverser la Méditerranée. Aux premières heures du 2 septembre, la famille Kurdi embarqua avec 12 autres réfugiés à bord d'un canot pneumatique surchargé au large de Bodrum en Turquie. La famille avait déboursé 5 860 $ pour cette traversée, faisant confiance aux passeurs qui leur avaient fourni des gilets de sauvetage. Cependant, ces gilets étaient de mauvaise qualité et ne garantissaient aucune réelle protection. Rihanna, la mère d'Alan, craignait la mer mais avait pris le risque déterminé à offrir une vie meilleure à ses enfants. 5 minutes après le départ, le bateau chavira. Alan, son frère Galib et leur mère furent emportés par les vagues. Au petit matin, les secours turcs répondirent au signalement d'une embarcation renversée. Vers 6h30, des pêcheurs turcs découvrirent le corps sans vie d'Alan échoué sur le rivage. Un journaliste photographia l'enfant, allongé face contre le sable, une image déchirante qui allait bouleverser l'opinion publique mondiale. La photo fit rapidement le tour des médias internationaux et devint un symbole de la crise des réfugiés. Elle suscita une vague d'émotions et d'appels à l'action. Des dirigeants comme François Hollande et David Cameron exprimèrent leur tristesse, tandis que les organisations humanitaires reçurent un afflux sans précédent de dons. Par exemple, le Migrant Offshore Aid Station annonça une augmentation des contributions multipliées par 15 en une seule journée. Le gouvernement canadien fut vivement critiqué pour son traitement du dossier de la famille Kurdi. Pendant la campagne des élections fédérales de 2015, les dirigeants politiques s'emparèrent de l'affaire. Justin Trudeau, alors chef du Parti libéral, promit d'accueillir 25 000 réfugiés syriens, insistant sur la responsabilité du Canada. De son côté, Thomas Mulcair, chef du nouveau Parti démocratique, dénonça l'inaction du gouvernement en place. Les débats sur la crise migratoire s'intensifièrent. Certains accusèrent Abdullah Kurdi d'avoir piloté le bateau, tandis que d'autres le défendirent comme un père en deuil, ayant fait comme tant d'autres, en confiant son sort à des passeurs.
Les autorités turques arrêtèrent quelques personnes liées au réseau de passeurs, mais elles ne représentaient qu'un maillon d'une organisation bien plus vaste. La photographie provoqua une prise de conscience mondiale et des appels à un changement de politique. Toutefois, certains la jugèrent trop exploitée par les médias. Quoi qu'il en soit, elle força le monde à regarder en face les risques insensés que prennent des familles comme les Kurdis pour fuir la guerre. Ce drame laissa de nombreuses questions en suspens. Pourquoi n'existait-il pas de route plus sûre pour ceux qui fuient les conflits? La communauté internationale aurait-elle pu empêcher cette tragédie? L'histoire d'Alan reste un témoignage poignant des épreuves des réfugiés et un rappel de l'urgence de trouver des solutions humaines et durables. Le 30 septembre 1999, à Tokaimura, au Japon, une petite ville située à environ 110 km au nord-est de Tokyo, des ouvriers travaillaient à des tâches de routine dans une installation de traitement de l'uranium. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une série d'erreurs allait conduire à l'un des accidents nucléaires les plus dévastateurs de l'histoire moderne. L'installation, gérée par la Japan Nuclear Fuel Conversion Company, JCO, traitait de l'uranium pour les réacteurs nucléaires. Ce jour-là, 3 employés, Hisashi Uchi, Masato Shinohara et Yutaka Yokokawa, préparèrent du combustible enrichi en uranium pour respecter une échéance de livraison. Afin de gagner du temps, ils contournèrent les procédures de sécurité standard, déclenchant sans le savoir une série d'événements qui allaient bouleverser leur vie à jamais. Au lieu de suivre les protocoles de sécurité rigoureux, les ouvriers transférèrent de l'uranium à l'aide de seaux en acier inoxydable dans un réservoir de précipitation non conçu pour cet usage. Ce réservoir avait une limite de sécurité de 2,4 kg d'uranium, mais ils y versèrent 16,6 kg, dépassant largement la limite. Cela provoqua un incident critique, une réaction nucléaire en chaîne incontrôlée, entraînant une libération de radiation mortelle. Aux environs de 10h30, une lumière bleu-blanc éclata dans la salle, un signe visible de la réaction en chaîne. Les radiations inondèrent l'espace, exposant les ouvriers à des doses létales. Uchi, qui se trouvait le plus près du réservoir, absorba 17 sieverts de radiation, soit plus du double de la dose habituellement mortelle. Shinohara reçut 10 sieverts et Yokokawa, plus éloigné, fut exposé à 3 sieverts. Pour référence, une exposition de 4 à 5 sieverts est généralement fatale. Les effets immédiats furent dévastateurs. Les ouvriers furent pris de nausées, de désorientation et de douleurs intenses. Uchi commença à vomir de manière incontrôlable. Leur corps se dégradait déjà sous l'effet destructeur des radiations sur les cellules. Les alarmes d'urgence retentirent et l'usine fut évacuée. Les autorités locales mirent en œuvre des mesures pour contenir la crise et les 3 ouvriers furent transportés d'urgence dans un hôpital à Tokyo. Malgré les interventions médicales, les dégâts étaient irréversibles. La souffrance d'Uchi fut particulièrement atroce. Les radiations détruisirent son système immunitaire et provoquèrent une grave détérioration de sa peau. Ses organes commencèrent à défaillir et son taux de globules blancs tomba à presque 0, le rendant extrêmement vulnérable aux infections. Bien qu'il suppliait qu'on cesse les traitements, les médecins continuaient à le réanimer chaque fois que son cœur s'arrêtait à la demande de sa famille. Après 83 jours d'une douleur inimaginable, Uchi succomba à une défaillance multiviscérale le 21 décembre 1999. Shinohara succomba également aux effets des radiations après plusieurs mois de traitement. Il mourut le 27 avril 2000. Yokokawa, qui avait reçu une dose plus faible, survécut après des mois d'hospitalisation mais resta marqué par des problèmes de santé à long terme. Plus de 10 000 personnes dans la région furent testées pour une exposition aux radiations et 667 d'entre elles présentèrent des niveaux d'exposition supérieurs aux limites de sécurité. Bien que la plupart ne furent pas gravement affectés, la peur de la contamination provoqua une panique parmi les résidents, entraînant des répercussions économiques pour la communauté locale. L'entreprise fit face à de graves conséquences juridiques et financières. Yokokawa et d'autres employés furent accusés de négligence et en 2001, Yokokawa plaida coupable pour faute professionnelle. L'entreprise fut condamnée à payer 120 et 1 million de dollars de dédommagement et interdite d'exploitation de sites nucléaires au Japon. L'accident incita également le gouvernement japonais à renforcer les réglementations de sécurité des centrales nucléaires. Classé comme un événement de niveau 4 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, le désastre de Tokaimura mit en lumière des failles critiques dans l'industrie nucléaire. L'usine fut définitivement fermée et l'incident porta un coup sévère à la confiance du public envers l'énergie nucléaire. Bien que des réformes aient été introduites, certains critiques affirmèrent qu'elles n'étaient pas suffisantes pour éviter de futures catastrophes.
L'accident de Tokaimura reste l'un des désastres nucléaires les plus marquants de l'histoire. Il souligne les conséquences dévastatrices de la négligence des protocoles de sécurité et l'impact profond de l'exposition aux radiations sur le corps humain. Pour Hisashi Uchi, qui subit la dose de radiation la plus élevée jamais enregistrée, son histoire reste un rappel tragique du coût humain de telles tragédies. Kyle Plush, 16 ans, était un adolescent brillant avec un esprit vif, une personnalité chaleureuse et beaucoup d'humour. Élève de la Seth Hill School de Cincinnati, il se distinguait déjà, compétition académique, tennis et cette capacité à illuminer une pièce par son esprit. Mais le 10 avril 2018, la vie prometteuse de ce jeune homme inoubliable s'est arrêtée dans une tragédie horrible et évitable, qui allait choquer toute la ville et mettre en lumière de profondes failles dans son système d'urgence. Ce jour-là, vers 15 h, Kyle s'était rendu sur le parking de l'école pour récupérer son équipement de tennis dans le Honda Odyssey familial modèle 2004. En accédant au coffre arrière, la banquette de la 3e rangée s'est soudainement rabattue, écrasant sa poitrine contre le plancher. Coincé, incapable de se dégager ou de respirer correctement, il s'est retrouvé dans une position rapidement mortelle. Bien qu'immobilisé, il est resté conscient et a eu la présence d'esprit d'utiliser la commande vocale de Siri pour appeler le 911. Premier appel à 15 h 14. Il supplie qu'on vienne l'aider, répète qu'il est coincé dans sa camionnette et a besoin d'assistance. Mais la communication est mauvaise, le répartiteur peine à l'entendre. Kyle dit qu'il ne l'entend pas non plus. Elle lui demande à plusieurs reprises sa localisation, mais l'échange est confus. Malgré l'urgence dans sa voix, les informations essentielles ne sont pas transmises correctement aux policiers envoyés sur place. 15 h 26. Un agent arrive, fait le tour du parking, mais ne sort même pas de sa voiture. Il déclare ensuite avoir regardé dans un van sans rien voir. À ce moment, Kyle parvient à passer un deuxième appel, encore plus désespéré. À bout de souffle, il explique clairement qu'il est dans un Honda Odyssey doré, qu'il n'a probablement plus beaucoup de temps, et demande même à l'opératrice de dire à sa mère qu'il l'aime au cas où il ne survivrait pas. Tragiquement, cette opératrice ne transmet pas la marque, le modèle ni la couleur du véhicule aux policiers sur le terrain. L'appel dure 2 minutes et demie. Une fois de plus, rien d'efficace n'est entrepris. Les agents repartent à 15 h 37, alors que Kyle agonise à quelques mètres d'eux, enfermé dans le van. Le soir venu, voyant que Kyle ne rentre pas et ne se présente pas à son match de tennis, ses parents s'inquiètent. Sa mère, Jill, appelle le 911 pour signaler sa disparition. Grâce à l'application Localiser mon iPhone, il repère de son téléphone sur le parking de l'école. Vers 21 h, son père, Ron Plush, arrive et découvre son fils inconscient, toujours coincé sous le siège rabattu. Les secours tentent de le ranimer, mais il est trop tard. Le médecin légiste conclut à une asphyxie par compression thoracique. La mort de Kyle provoque une onde de choc. L'enquête interne de la police blanchit d'abord les opérateurs et les agents, hormis une violation liée aux caméras piétons. Mais de nombreuses voix, dont le maire John Cranley et des membres du conseil municipal, dénoncent une enquête bâclée. Des cabinets indépendants sont alors mandatés pour examiner les réponses de la police et du centre d'appel d'urgence. La conseillère municipale Amy Murray déclare que Kyle avait fait tout ce qu'un enfant doit être formé à faire en cas d'urgence, mais qu'il a été trahi de façon catastrophique. Ses parents, Jill et Ron, insistent. Leur fils était plus grand que nature, drôle, gentil, intelligent et plein d'avenir. Ils prennent la parole publiquement dans les mois suivants, déterminés à pousser à un vrai changement. Finalement, la ville de Cincinnati accepte de verser 6 millions de dollars à la famille Plush, l'un des plus gros accords de son histoire. Dans ce cadre, la ville s'engage à réformer en profondeur son système d'urgence, notamment via l'embauche d'experts extérieurs et la mise en place du service Smart 911, qui permet aux citoyens d'enregistrer à l'avance des informations personnelles cruciales pour les secours. La mort de Kyle est à la fois une tragédie personnelle et un échec systémique. Son histoire continue d'inspirer des réformes, sa famille militant pour qu'aucun autre enfant ne soit jamais laissé sans réponse en détresse. C'était le 26 juillet 2010 en Californie lorsque Maria de Jesus Arroyo, âgée de 80 ans, eut un incident cardiaque à son domicile. Les secours l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital White Memorial de Los Angeles, où les médecins tentèrent de la réanimer mais finirent par la déclarer morte. Suivant la procédure standard, le personnel hospitalier plaça son corps dans le congélateur de la morgue, ignorant que cette décision mènerait à une tragédie effroyable. Maria était une mère de 8 enfants, grand-mère et épouse aimée depuis 63 ans. Sa famille, qui venait de célébrer son 80e anniversaire, croyait qu'elle était décédée paisiblement. Ils commencèrent les préparatifs des funérailles sans suspicion. Cependant, lorsque les thanatopracteurs reçurent son corps quelques jours plus tard, ils firent une découverte choquante. Le corps de Maria était retrouvé face contre le sac, son visage meurtri, coupé et défiguré, avec le nez cassé. Dévastée,
La famille supposa d'abord une mauvaise manipulation par le personnel hospitalier. Ils intentèrent un procès, accusant l'hôpital de négligence. Mais, alors que des experts examinèrent l'affaire, une explication bien plus troublante émergea. Un pathologiste, le docteur William Louis Magnon, examina les blessures de Maria et conclut qu'elle était probablement encore en vie lorsqu'elle avait été placée dans le congélateur. Désorientée et piégée dans l'obscurité, Maria aurait lutté pour se libérer, causant les blessures sur son visage. Tragiquement, les conditions de congélation avaient finalement entraîné sa mort. Les conclusions du docteur Magnon décrivaient un scénario inimaginable. Il conclut que Maria avait été placée incorrectement dans le congélateur, face vers le haut plutôt que vers le bas. Cette position, combinée à ses tentatives d'échapper, avait entraîné des blessures graves. La défiguration, y compris les ecchymoses et les coupures, indiquait une lutte désespérée, et non des dommages post-mortem. L'hôpital nia ces allégations, insistant sur le fait qu'ils avaient suivi les procédures correctes et contestant les conclusions du pathologiste. Ils affirmèrent qu'il n'y avait aucune preuve que Maria était encore en vie lorsqu'elle avait été envoyée à la morgue. La famille, accusant désormais l'hôpital de faute médicale, intenta un nouveau procès en décembre 2011. Leur avocat, Scott Schutzman, qualifia l'affaire comme l'un des exemples les plus extrêmes de négligence. Schutzman déclara que c'était le cauchemar de toute famille. Le processus judiciaire fut semé d'embûches. Initialement, l'affaire fut rejetée en raison du délai de prescription, la famille ayant attendu plus d'1 an pour porter plainte. Cependant, la cour d'appel du 2e district annula cette décision, déclarant que la famille n'aurait pas pu connaître la vérité avant de recevoir le rapport du pathologiste. Le procès fut autorisé à se poursuivre, offrant à la famille une chance d'obtenir justice. Les documents judiciaires mirent en lumière des incohérences troublantes dans les actions de l'hôpital. Des rapports suggérèrent que les signes vitaux de Maria n'avaient peut-être pas été vérifiés minutieusement avant qu'elle ne soit déclarée morte. Les enregistrements de l'électrocardiogramme montrèrent des signes potentiels de vie, soulevant des questions sur une décision précipitée de l'hôpital. Ils eurent du mal à concilier les détails horribles de ces derniers instants avec les souvenirs d'amour qu'ils avaient d'elle. Cette affaire a attiré l'attention sur de graves lacunes dans les protocoles médicaux. Elle a souligné le besoin crucial d'une confirmation minutieuse du décès pour éviter des tragédies évitables. La famille Arroyo restait déterminée à tenir l'hôpital pour responsable, malgré les dénégations continues et la défense de ses actions par l'établissement. Cette tragédie a laissé des questions en suspens. Et si les signes vitaux de Maria avaient été revérifiés, sa vie aurait-elle pu être sauvée? Et comment une erreur aussi inimaginable a-t-elle pu se produire? Pour sa famille, la quête de réponse et de justice était leur seul réconfort, bien qu'aucun verdict judiciaire ne puisse effacer la douleur de ce que Maria a enduré dans ces dernières heures. Dans la nuit du 16 octobre 2021, au centre de retraite Archeora, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, Jarad Antonovich, un homme de 46 ans originaire de Lismore, participait à une retraite spirituelle axée sur la guérison et la découverte de soi à travers des pratiques ancestrales amazoniennes. Jarad, qui avait subi des lésions cérébrales dans sa jeunesse, explorait depuis des années des voies de guérison spirituelle. Ses amis et sa famille le décrivaient comme un homme doux, compatissant et profondément engagé dans sa quête de paix intérieure et de compréhension. La retraite, organisée dans la forêt tropicale, faisait partie du Dreaming Arts Festival et était dirigée par Soulor Lor Solaris, connu pour animer des cérémonies spirituelles impliquant des substances psychoactives. L'une des pratiques phares, dirigée par Cameron Kite, consistait en un rituel de Kambo utilisant des toxines de grenouille. Le matin du 16 octobre, Jarad a participé à ce rituel où de petites brûlures sont pratiquées sur la peau pour y appliquer les toxines. Ce processus, censé purifier le corps, provoque souvent des réactions intenses, notamment des vomissements. Peu après, le visage et le cou de Jarad ont enflé, ses yeux sont devenus bouffis et sa respiration est devenue difficile. Malgré l'aggravation de son état, personne n'a sollicité d'aide médicale. Le soir même, Jarad a participé à une cérémonie d'ayahuasca impliquant une puissante décoction hallucinogène. Les participants rapportent souvent des visions vives et des purges intenses. Mais pour Jarad, l'expérience a viré au cauchemar. Au fil de la nuit, son état s'est encore détérioré. Vers minuit, il montrait des signes évidents de souffrance, se plaignant de douleurs dorsales et d'un gonflement important au niveau du cou. Finalement, il s'est allongé près d'un arbre, visiblement en détresse. À minuit 40, les ambulanciers ont finalement été appelés. À leur arrivée, Jarad était inconscient et déjà décédé. De manière choquante, la cérémonie se poursuivait à proximité. Brett Murray, un ambulancier, a plus tard témoigné que les participants étaient évasifs, suggérant initialement que Jarad avait eu une crise d'asthme. Une enquête a révélé la véritable cause du décès.
une déchirure de l'œsophage probablement provoquée par les vomissements violents dus au kambo et à l'ayahuasca. Il est également apparu que les symptômes inquiétants de Jarad avaient été ignorés tout au long de la journée, et personne n'avait pris l'initiative de lui apporter de l'aide à temps. L'enquête, menée en mai 2023, a mis au jour des détails troublants, suggérant une tentative de dissimulation. Solaris et d'autres auraient conseillé aux participants de ne pas mentionner l'utilisation de kambo et d'ayahuasca, des substances illégales à l'époque. Des témoins ont déclaré avoir reçu des instructions pour mentir aux autorités. Lurel Alfunder, une participante, a refusé de suivre la demande de Solaris de persuader le colocataire de Jarad de garder le silence, exposant ainsi les efforts pour dissimuler la vérité. Les témoignages des participants étaient de variés, mais il était évident que Jarad avait montré des signes visibles de détresse pendant des heures. Certains témoins, comme Raphaël Lima, ont remarqué son état mais ne l'ont pas jugé préoccupant, tandis qu'une autre participante, Chelsea Hope, a évoqué des réactions parfois intenses, pouvant durer longtemps. Les preuves présentées lors de l'enquête ont pointé vers une négligence manifeste. Le coroner a trouvé des éléments suffisants pour suggérer qu'une personne connue pouvait être tenue responsable de la mort de Jarad en raison de son inaction. Par conséquent, l'affaire a été transmise au directeur des poursuites publiques et l'enquête a été suspendue. Le père de Jarad, Glenn Antonovich, a assisté à toutes les audiences, convaincu qu'il y avait eu une tentative de dissimulation. Lui et d'autres membres de la famille ont cherché des réponses et demandé des comptes. Le coroner a salué leur persévérance et les a remerciés pour leur coopération tout au long de ce processus éprouvant. La mort de Jarad soulève des préoccupations majeures concernant l'utilisation de médecine traditionnelle en dehors de leur contexte culturel indigène. Bien que ces pratiques soient respectées dans leur tradition d'origine, elles peuvent s'avérer dangereuses sans une connaissance approfondie ou une supervision adéquate. Le 13 décembre 2017, à Glen Allen, en Virginie, Bethany Lynn Stevens, une passionnée de 22 ans des chiens, partit se promener avec ses deux pitbulls, Tonka et Pac-Man, près de la maison de son père dans le comté de Gand. Promener ses chiens faisait partie de sa routine quotidienne et Bethany, habituée à s'en occuper, ne manquait jamais cette activité. Mais ce soir-là, elle ne revint pas. Le lendemain, le corps de Bethany fut découvert dans les bois dans un état terrifiant. Inquiet de ne pas la voir rentrer, son père signala sa disparition au bureau du shérif à 20h20. Les autorités lancèrent rapidement une recherche. Ce qu'ils trouvèrent était choquant. Les agents découvrirent de son corps dans un champ isolé, gardé par Tonka et Pac-Man. L'un des chiens, Pac-Man, fut vu se comportant de manière agressive près du cadavre. La scène était troublante. Il fallut près de 90 minutes aux officiers pour sécuriser les chiens. Son corps présentait de nombreuses plaies, notamment au visage, à la gorge et au torse, avec des signes évidents de lutte. Des blessures défensives sur ses mains et ses bras indiquaient que Bethany s'était battue pour se défendre pendant l'attaque. Les enquêteurs déterminèrent que les blessures initiales l'avaient probablement rendue inconsciente, après quoi l'attaque avait continué. À proximité, son téléphone cassé, couvert de marques de morsures, suggérait également l'implication des chiens. L'autopsie confirma que les blessures causées par une attaque animale étaient responsables de sa mort. Les tests toxicologiques révélèrent l'absence de drogues ou d'alcool dans son système, écartant l'hypothèse d'une incapacité préalable à l'attaque. Lorsque la nouvelle de la tragédie se répandit, elle attira l'attention nationale et suscita un débat. Les amis et la famille, qui connaissaient les chiens depuis qu'ils étaient chiots, avaient du mal à croire que Tonka et Pac-Man aient pu attaquer Bethany. Elle les avait élevés avec soin, les autorisant même à dormir dans son lit. Beaucoup se demandèrent comment deux animaux aimés pouvaient devenir si agressifs. Certains suggérèrent que Bethany aurait pu être attaquée par un animal sauvage ou blessée par une autre personne. Cependant, le shérif du comté de Gand, James Agnew, écarta toute possibilité de jeu criminel, confirmant qu'il n'y avait aucun signe d'étranglement ou d'autres causes externes de décès. Les chiens furent identifiés comme les seuls responsables de l'attaque. Les experts commencèrent à examiner les raisons possibles de leur comportement. Dans les mois précédant la tragédie, leurs conditions de vie avaient changé. Bethany avait déménagé, laissant Tonka et Pac-Man à la charge de son père. Ces chiens, autrefois habitués à vivre à l'intérieur, étaient désormais confinés dans un chenil extérieur. Ce changement brutal de mode de vie, combiné à une attention réduite et à une possible sous-alimentation, avait pu provoquer du stress et de l'agressivité. La dresseuse de chiens Valérie Paul expliqua que de tels changements pouvaient modifier le comportement des animaux. Les chiens perçoivent leur environnement et leurs interactions différemment, en particulier en période de stress. Ces facteurs auraient pu conduire au drame malgré le lien affectif qui existait entre Bethany et ses chiens. Le jour de l'attaque, Bethany, sans se douter du danger, aurait emmené les chiens pour leur promenade habituelle. Un élément, au cours de cette sortie, aurait pu déclencher leur agressivité, entraînant l'attaque. Les experts pensent que les actions des chiens étaient dictées par l'instinct et non par la malveillance,
probablement sous l'effet du stress ou de la faim. Cette affaire souleva des préoccupations plus larges sur les responsabilités des propriétaires d'animaux et les risques liés à la possession de grands animaux puissants. Bien que certains blâmèrent la race des pitbulls, les experts soulignèrent que la situation était plus complexe. Le comportement de Tonka et Pac-Man aurait été influencé par leur environnement, leurs soins et leur niveau de stress, plutôt que par une agressivité inhérente à leur race. Suite à cette tragédie, la famille de Bethany et les autorités décidèrent d'euthanasier les chiens. Cette décision alimenta encore davantage les débats publics sur le comportement animal et la sécurité. La mort de Bethany Lynn Stevens laisse de nombreuses questions sans réponse. Des changements dans les soins des chiens auraient-ils pu prévenir la tragédie? Y avait-il des signes avant-coureurs qui n'avaient pas été remarqués? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée avec une intervention plus précoce? Alors que les experts continuent d'analyser les facteurs ayant conduit à l'attaque, la perte de Bethany reste un rappel poignant des complexités des relations entre les humains et les animaux. Le 10 septembre 2002, Miroslav Kuklić prit la décision de plonger dans la grotte de Poganica sur l'île de Cholta, en Croatie. Connue pour ses profondeurs dangereuses et entourée de légendes locales, cette grotte était considérée comme un lieu périlleux pour les plongeurs. Malgré les avertissements, Miroslav, après une nuit de fête et de consommation d'alcool, se lança dans l'exploration de ces mystères. À 21h15, il rejoignit un groupe de plongeurs. Ils entrèrent dans une eau à une température agréable de 24 degrés Celsius. L'entrée de la grotte se situait à 9 mètres sous la surface et menait à deux galeries, une galerie peu profonde et une galerie profonde qui plongeait jusqu'à 57 mètres. Contre toute prudence, Miroslav choisit la galerie profonde. La grotte était traîtresse, avec des passages étroits recouverts de sédiments qui, une fois remués, rendèrent la visibilité quasi nulle. Miroslav, probablement affaibli par l'alcool, s'exposa à un risque encore plus grand. En descendant, il souleva des particules de sédiments, obscurcissant l'eau et rendant toute orientation impossible. Avec une réserve d'air limitée et un jugement possiblement altéré, il se retrouva rapidement dans une situation critique. Sa plongée dura plus de 25 minutes, dépassant largement la capacité de son approvisionnement en air. À 22h30, les autres plongeurs remontèrent à la surface et constatèrent son absence. Deux d'entre eux retournèrent immédiatement dans la grotte pour le rechercher, mais ne trouvèrent aucune trace de lui. Après avoir exploré la zone sans succès, ils durent remonter. Les autorités furent alertées à minuit 15 et deux plongeurs de la police furent envoyés en renfort. À l'aube, les recherches reprirent. Munis de lignes de sécurité, les plongeurs de la police descendirent dans la grotte. Soudain, la ligne de sécurité du plongeur le plus profond se détendit brusquement. Pris de panique, son coéquipier fit surface en urgence, ignorant les paliers de décompression pour sauver sa propre vie. Malheureusement, le premier plongeur ne refit jamais surface, devenant une autre victime de la grotte. Malgré cette tragédie, la recherche de Miroslav continua. Son corps fut finalement retrouvé à 54 mètres de profondeur, encore équipé de son matériel de plongée. Cependant, son masque et son détendeur avaient été retirés, et les enquêteurs firent une découverte troublante. Une blessure au thorax causée par un couteau planté dans son corps. L'enquête bascula alors d'une simple opération de récupération à une affaire criminelle. Deux membres d'équipage du bateau de plongée furent arrêtés, soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire. Des traces de sang furent relevées sur le pont du bateau et les données de l'ordinateur de plongée de Miroslav furent analysées. Ces appareils révélèrent une chronologie détaillée de sa plongée, incluant la profondeur, le temps passé sous l'eau et ses déplacements. Les données montrèrent que Miroslav avait volontairement plongé dans la galerie profonde avant de remonter brièvement et de faire des mouvements désordonnés dans la galerie peu profonde. Les enquêteurs supposèrent qu'il cherchait une issue. À certains moments, il s'était arrêté, indiquant une prise de décision consciente. Bien que de l'alcool ait été retrouvé dans son organisme, son taux n'était pas assez élevé pour l'empêcher d'agir rationnellement. L'autopsie révéla que la blessure au thorax était la principale cause du décès. Cela signifiait qu'il était encore en vie lorsqu'il avait été blessé. Deux hypothèses furent envisagées, soit il avait été attaqué par quelqu'un, soit il s'était infligé lui-même la blessure par désespoir. Cette dernière possibilité souleva des questions. Pourquoi avait-il emporté un couteau ? Était-ce un équipement standard ou avait-il prévu de s'en servir à un autre moment ? Des tests au polygraphe furent effectués sur l'équipage du bateau, révélant des incohérences dans leurs déclarations. Toutefois, les preuves étaient insuffisantes pour porter des accusations formelles. En fin de compte, les enquêteurs conclurent que Miroslav avait peut-être agi dans un état de détresse extrême, réalisant que son air était sur le point de s'épuiser et que tout échappatoire était impossible. Un autre plongeur avait-il été impliqué ? Si oui, pourquoi aucune preuve concluante n'avait-elle été trouvée ?
Un état mental altéré provoqué par la plongée en grande profondeur avait-elle joué un rôle dans ses actions? Finalement, la mort de Miroslav fut officiellement classée comme auto-infligée, mais l'affaire reste non résolue. Le 16 août 2003, à la foire du comté d'Islande sur l'île de Whidbey, dans l'État de Washington, l'ambiance était animée. Des familles profitèrent de cet après-midi estival, bercées par l'odeur de pop-corn et de barbe à papa. Les enfants faisèrent la queue avec enthousiasme pour les attractions, parmi lesquelles le mot Superloop, une petite montagne russe avec une unique boucle verticale. Exploitée par Paradis Amusement, une entreprise familiale, cette attraction était l'une des favorites de la foire depuis 3 ans. Doug McKay, un homme de 40 ans et copropriétaire de Paradise Amusements, travaillait ce jour-là à l'entretien des manèges. Avec son épouse Sherry, Doug gérait cette entreprise de carnaval depuis des années. Ayant grandi dans ce milieu, il avait commencé enfant en vendant du pop-corn avant de devenir responsable de la gestion et de l'entretien des attractions. Il était reconnu pour son expérience et son engagement envers l'entreprise familiale. Ce jour-là, Doug remarqua que le Superloop 2 nécessitait une lubrification sur une partie de son rail. Ce type de maintenance était une routine pour lui, mais ce qui suivit ne l'était pas. Doug décida d'intervenir pendant que l'attraction fonctionnait encore, avec des passagers à bord. Confiant en ses compétences, il monta sur la plateforme du manège pour effectuer la tâche. Malheureusement, cette décision eut des conséquences tragiques. Alors qu'il appliquait le lubrifiant, Doug perdit l'équilibre et glissa. Ses longs cheveux se prirent dans l'un des chariots en mouvement. Le chariot, lancé à grande vitesse, entraîna Doug dans les airs, le tirant le long du rail. Des témoins rapportèrent qu'il fut soulevé jusqu'à 12 mètres de hauteur, heurtant plusieurs parties de l'attraction avant d'être projeté au sol. Son corps percuta une barrière métallique et il ne survécut pas à la chute. L'accident, d'une horreur indescriptible, se produisit sous les yeux de nombreux visiteurs, y compris des enfants à bord du Superloop 2. Certains furent témoins de la scène de très près, laissant de nombreux spectateurs profondément traumatisés. Plusieurs enfants furent même éclaboussés de sang pendant l'incident. Des parents se précipitèrent pour réconforter leurs enfants, comme Rob Vols, dont le fils Dylan, 12 ans, était sur l'attraction. Certains ramenèrent leurs enfants à la maison avant de les laisser répondre aux questions des autorités. Les forces de l'ordre interrogèrent les enfants présents sur le manège, mais cette démarche irrita certains parents qui la jugèrent insensible. Pendant ce temps, bien que la foire se soit momentanément figée dans le silence après l'incident, les activités reprirent moins d'1 heure plus tard. Toutefois, le Superloop 2 fut immédiatement arrêté et ne fonctionna plus jamais. Malgré cette tragédie, Sherry McKay honora une promesse faite à Doug: maintenir leur entreprise en activité. Dès le lendemain, toutes les autres attractions furent remises en service, à l'exception du Superloop 2. Le carnaval continua, mais l'absence de Doug se fit cruellement ressentir parmi sa famille et son équipe. Il fut décrit comme un mentor à la fois exigeant et attentionné, ayant consacré sa vie à l'industrie des fêtes foraines. Les détails de l'accident étaient accablants. Les autorités estimèrent que les cheveux longs de Doug ou une autre partie de son corps s'étaient coincés dans le manège. Les témoignages variaient, certains affirmant que son bras ou ses cheveux avaient été happés. Doug subit des blessures graves lors de l'impact initial et d'autres traumatismes liés à sa chute. Bien que les secours soient arrivés rapidement, il était déjà décédé. Les autorités de l'État ne poursuivirent pas l'affaire ni n'imposèrent de nouvelles régulations de sécurité. Étant donné que Doug était propriétaire de l'entreprise et non un employé, le cas échappait à leur juridiction. Malgré l'absence de conséquences formelles, l'accident mit en lumière les dangers associés à l'exploitation et à l'entretien des attractions foraines. Doug McKay laissa derrière lui son épouse Sherry et leurs 3 enfants, Travis, Michelle et Kelsey. Sa disparition marqua profondément sa famille, ses amis et ses collègues. Ses funérailles eurent lieu le 26 août 2003 à la Calvary Chapel Lake City, à Coeur d'Alene, dans l'Idaho. Ses proches se rassemblèrent pour honorer la mémoire d'un homme ayant dédié sa vie à sa famille et à son métier. La mort tragique de Doug rappelle l'importance cruciale des précautions de sécurité dans les environnements de travail à haut risque, même pour les professionnels chevronnés. Sa perte laissa un vide dans l'industrie foraine et parmi ceux qui l'admiraient et l'aimaient. Par une tranquille soirée de septembre dans le Bronx, Paulina Nurka, 59 ans, sort de son immeuble situé au 2040 Bronxdale Avenue. Elle s'apprête simplement à aller chercher une pizza pour sa famille. Une course banale qu'elle avait sans doute faite des dizaines de fois. Mais le vendredi 9 septembre 2022, à seulement 4 pas de sa porte, la vie de Paulina s'est brutalement arrêtée, dans un accident effroyable qui allait bouleverser tout un quartier uni et laisser derrière lui de lourdes questions sans réponse. Paulina était une figure connue et aimée du voisinage. Mère au foyer de 3 enfants et grand-mère d'un petit-fils, elle avait consacré sa vie à sa famille.
Originaire d'Albanie, elle s'était installée dans le Bronx avec son mari Fran Nkai, avec qui elle partageait 40 années de vie commune. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme gentille, généreuse et maternelle. Toujours prête à aider, elle prenait soin de ses voisins, offrait son amitié et son soutien et faisait partie intégrante de la communauté locale. Le conducteur impliqué était un homme de 45 ans au volant d'un Lexus SUV gris modèle 2016. Selon les premiers rapports, le véhicule circulait sur Bronxdale Avenue lorsqu'il a brusquement dévié pour éviter une camionnette arrêtée à l'intersection avec Kruger Avenue. Dans cette manœuvre soudaine, le conducteur a perdu le contrôle. Le SUV a grimpé sur le trottoir et a violemment percuté Paulina qui marchait paisiblement sur le trottoir. Sous la force du choc, elle a été projetée contre une barrière métallique dont une pointe a transpercé son corps. Le véhicule, lui, a continué sa course avant de s'encastrer dans l'immeuble juste derrière. Un chauffeur Uber, Solari, s'est précipité au chevet de Paulina pour tenter de la réconforter. Une infirmière de passage s'est également interposée, constatant la gravité des blessures et conseillant de ne pas la déplacer en raison d'une probable hémorragie interne. Les secours sont arrivés rapidement et l'ont transportée à l'hôpital Jacobi. Malgré une chirurgie d'urgence, Paulina est décédée dans la soirée. Son mari, Fran, qui se trouvait dans l'appartement au moment du choc, a entendu l'impact et s'est précipité dehors. Plus tard, il confiera aux journalistes qu'il avait su immédiatement qu'elle ne survivrait pas vu l'importance de la perte de sang et l'ampleur des blessures. Sa fille, Deanna Nurakaj, a exprimé son chagrin et son incompréhension, d'autant plus que sa mère n'était qu'à quelques pas de la sécurité de son foyer lorsque le drame s'est produit. Pour sa famille, la perte est immense. Paulina était décrite comme douce, altruiste et irremplaçable. Dans les heures et jours qui ont suivi, les voisins se sont rassemblés devant l'immeuble pour lui rendre hommage. Fleurs, bougies et ballons se sont accumulés, formant un mémorial grandissant. Témoignage de l'affection et du respect qu'elle inspirait depuis des années. Ceux qui la connaissaient depuis l'enfance la décrivaient comme un pilier de la communauté, toujours souriante, toujours présente, toujours prête à aider. Le conducteur du Lexus est resté sur place et a été conduit à l'hôpital, son état étant stable. La police a déclaré que l'accident semblait involontaire, mais l'enquête est toujours en cours. À ce jour, aucune charge n'a été retenue. Cependant, selon les registres publics, le SUV comptabilisait 168 infractions, dont plusieurs excès de vitesse près d'écoles. Un détail qui a suscité de vives inquiétudes chez les habitants. Certains voisins ont également pointé du doigt une piste cyclable nouvellement installée près de l'intersection, affirmant que sa configuration créait de la confusion pour les conducteurs et aurait pu contribuer à l'accident. D'autres évoquaient une mauvaise visibilité et des angles de route dangereux. Un témoin affirma que le conducteur avait parlé de freins défectueux, mais cette information n'a jamais été officiellement confirmée. La mort de Paulina Nourka a été une perte dévastatrice, soudaine, violente et profondément injuste. Nous sommes en 2015, un dimanche ordinaire à Jingzhou, une ville animée de la province du Hubei, en Chine. Les familles faisaient leurs courses et le grand magasin Anliang était bondé de monde en ce week-end. Pour Xiang Liujuan, une femme de 30 ans et son fils de 2 ans, cette sortie semblait banale jusqu'à ce qu'elle vire au drame inimaginable qui bouleversa tout un pays. Alors qu'ils atteignaient le sommet d'un escalator, une catastrophe survint. La plaque métallique sous leurs pieds céda soudainement, révélant le mécanisme en dessous. Dans un geste désespéré, Xiang propulsa son fils en avant, lui sauvant ainsi la vie avant de sombrer dans le vide. Malgré des tentatives pour la sauver, elle ne put s'échapper. Les images de vidéosurveillance captèrent ces instants bouleversants. On y voit Xiang tenant son fils, luttant pour l'éloigner du danger alors que le sol s'effondre sous ses pieds. Dans les dernières secondes, elle disparaît dans les entrailles de la machine tandis qu'un employé tente en vain de lui attraper la main. Son mari, Zhang Wei, se trouvait à un autre étage du magasin au moment du drame et assista impuissant à la scène. Ce qui rendit cette tragédie encore plus insupportable, c'est qu'elle aurait pu être évitée. Quelques minutes avant l'effondrement, des employés du centre commercial avaient remarqué que la plaque était mal fixée. Pourtant, aucune mesure n'avait été prise pour arrêter l'escalator ou prévenir les clients. Aucun panneau d'avertissement, aucune barrière de sécurité, rien. Le responsable de l'administration locale de la sécurité révéla plus tard que des travaux d'entretien avaient été effectués sur l'escalator plus tôt dans la journée. Cependant, les ouvriers n'avaient pas correctement fixé la plaque, causant ainsi l'accident mortel. Des témoins affirmèrent que des employés avaient tenté de prévenir Xiang avant qu'elle ne monte sur l'escalator, mais il était trop tard. L'appareil fonctionnait toujours et, en quelques secondes, la catastrophe se produisit. Il fallut 4 heures au secours pour extraire son corps des engrenages. Lorsqu'ils y parvinrent, elle n'était plus en vie. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement sur les réseaux sociaux chinois, suscitant une immense émotion. Beaucoup saluèrent le courage de Xiang qui avait sauvé son fils, tandis que d'autres exprimèrent leur indignation face à la négligence ayant conduit à ce drame. L'enquête révéla que les employés n'avaient reçu aucune formation pour gérer ce type d'urgence. Des experts pointèrent également du doigt la conception de l'escalator.
Charles Wong Kai-on, spécialiste en sécurité, expliqua que fixer des panneaux uniquement avec des vis était dangereux et risquait de céder sous pression. Il souligna que la plaque aurait dû être conçue pour rester stable en toutes circonstances. Cependant, le véritable problème restait le manque de responsabilité et de réactivité du centre commercial. L'enquête était en cours, mais l'indignation ne faiblissait pas. Pour beaucoup, cet accident illustrait des problèmes de sécurité généralisés dans les lieux publics. Ce drame n'était malheureusement pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs accidents similaires impliquant des escalators avaient déjà eu lieu en Chine, mettant en évidence de graves défaillances dans la maintenance et l'application des normes de sécurité. En 2012, un jeune garçon avait perdu la vie dans un accident similaire dans un grand magasin de Pékin. Quelques mois auparavant, une panne d'escalator dans le métro de la capitale avait également été fatale. À la suite du décès de Xiang, les autorités locales suspendirent l'utilisation des escalators fabriqués par la société Shenlong Elevator Ltd, responsable de l'appareil défectueux. Des inspecteurs furent dépêchés pour vérifier tous les escalators et ascenseurs de la région afin d'éviter d'autres drames. Mais pour la famille de Xiang, ces mesures arrivaient trop tard. Il pleurait une épouse, une mère et une fille partis trop tôt. La famille de Xiang préféra attendre la fin de l'enquête avant d'évoquer toute compensation. Leur priorité était d'obtenir justice pour les erreurs qui avaient coûté la vie à la jeune femme. Cette tragédie est un rappel cruel de l'importance de la sécurité dans les lieux publics. Elle pose des questions troublantes. Et si le personnel avait agi plus tôt? Xiang aurait-elle pu être sauvée si l'escalator avait été stoppé ou si les clients avaient été avertis à temps? Et combien d'autres accidents restent à venir à cause de la négligence et d'infrastructures défectueuses? L'histoire de Xiang Liujuan est un témoignage bouleversant de courage face à une fatalité qui aurait pu être évitée. Elle souligne l'urgence de renforcer les mesures de sécurité et d'instaurer une véritable responsabilité pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Le 11 juillet 2024, sur l'île d'Olango, aux Philippines, Catherine Egam Makiwan, une mère de 43 ans originaire de Cagayan de Oro City, profitait de vacances avec son mari, Ken Makiwan, et leurs 2 enfants. Ken, originaire d'Édimbourg, travaillait comme spécialiste en technologie à Singapour. Catherine, connue pour son esprit aventureux, était impatiente d'essayer l'activité du jumping balloon au complexe touristique de Pinky's Floating Cottage. La famille était enthousiaste à l'idée de profiter des activités de la journée. Le temps était parfait, avec un ciel dégagé et une brise légère. Catherine a décidé de tenter le jumping balloon, un dispositif gonflable qui propulse les participants dans les airs lorsqu'une autre personne saute dessus depuis une plateforme. Ken et leurs enfants se tenaient à proximité, prêts à immortaliser le moment avec leur téléphone. Catherine s'est allongée à une extrémité du gonflable pendant qu'un membre du personnel montait sur une plateforme pour sauter. Lorsque ce dernier a atterri, Catherine a été projetée haut dans les airs. Ce qui avait commencé comme une expérience exaltante s'est rapidement transformé en tragédie. Au lieu de plonger dans l'eau, Catherine est retombée tête la première sur le gonflable, subissant un impact violent. Son cou a été gravement blessé, restant immobile sous l'eau. Un employé du complexe, Jay Polontong, 21 ans, a immédiatement plongé pour lui porter secours. Il a ramené Catherine à la rive, mais elle ne montrait aucun signe de vie. Les spectateurs, inquiets, ont observé tandis que Jay et d'autres tentèrent de la secourir. Les services d'urgence ont été appelés et Catherine a été transportée au Vicente Soto Memorial Medical Center. À l'hôpital, les médecins ont tout fait pour la sauver. Catherine a été placée dans le coma, sa famille restant à son chevet, priant pour son rétablissement. Pendant 8 jours, ils ont espéré, mais le 19 juillet, elle a succombé à ses blessures à la colonne vertébrale causées par l'accident. Ken a partagé en ligne une photo émouvante de Catherine avec leurs enfants, exprimant son immense chagrin. Les autorités locales, dont le maire de Lapu-Lapu City, Junar Chan, ont réagi rapidement. Le 21 juillet, le maire a émis un ordre de cessation et de suspension, interrompant toutes les activités du complexe. Il a exigé des mesures de sécurité renforcées pour éviter de futurs incidents et a prévu une réunion avec les responsables du complexe pour examiner leurs pratiques. Le gestionnaire du complexe a déclaré que tous les visiteurs recevaient des consignes de sécurité avant de participer à l'activité de jumping balloon. Cependant, l'accident a soulevé des doutes sur l'efficacité de ces instructions et leur communication. Les propriétaires du complexe se sont engagés à couvrir les frais médicaux et funéraires de Catherine et à coopérer pleinement avec l'enquête. Les autorités ont lancé une enquête approfondie, examinant les permis et les protocoles de sécurité du complexe. Les enquêteurs ont cherché à déterminer si des manquements en matière de sécurité avaient contribué à l'accident. Pendant ce temps, le décès de Catherine est devenu un exemple des risques associés aux activités extrêmes. Une activité autrefois populaire est désormais le symbole de l'importance des mesures de sécurité appropriées.
Alors que l'enquête se poursuit, Ken et ses enfants sont retournés à Singapour, essayant de surmonter leurs pertes. Le soutien de leurs proches et amis ne suffit pas à combler l'immense vide laissé par Catherine. Le 5 novembre 1983, à bord de la plateforme pétrolière Byford Dolphin, dans la mer du Nord, au large de la Norvège, une tâche de routine s'est transformée en une tragédie dévastatrice, marquant l'un des incidents les plus meurtriers de l'histoire des opérations pétrolières offshore. La Byford Dolphin était une plateforme semi-submersible réputée pour ses opérations de plongée en saturation, une méthode exigeante pour travailler en grande profondeur. Les plongeurs en saturation travaillent à des profondeurs extrêmes et vivent dans des chambres pressurisées afin d'éviter de longues périodes de décompression après chaque plongée. Ce jour-là, 4 plongeurs et un assistant étaient impliqués dans une opération de routine. La cloche de plongée, un récipient pressurisé transportant les plongeurs entre la plateforme et leur poste de travail sous-marin, venait de ramener 2 plongeurs à la surface. La cloche de plongée et les chambres pressurisées étaient reliées par un conduit permettant le passage entre elles. L'assistant, William Cramond, devait déconnecter la cloche après avoir scellé les portes des chambres. Cependant, une erreur fatale survint. La pince maintenant, la cloche en place fut relâchée avant que les portes des chambres ne soient complètement scellées. Cela provoqua une différence de pression catastrophique. Les chambres étaient pressurisées à 9 atmosphères, bien au-delà de la pression atmosphérique normale. L'air comprimé s'échappa violemment lorsque la pince fut libérée. Cette décompression rapide eut des conséquences dévastatrices. Les 3 plongeurs les plus proches de l'entrée des chambres, Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas et Björn Geir Bergersen, moururent instantanément. La brusque variation de pression fit gonfler les gaz dans leur sang de manière incontrôlable, provoquant des lésions graves à leurs organes internes et à leurs vaisseaux sanguins. Le 4e plongeur, Truls Hellevik, subit un sort encore plus effroyable. Se tenant près de la porte partiellement ouverte des chambres, il fut aspiré de force à travers une petite ouverture de moins de 60 cm de large. La différence de pression extrême fit éclater son corps, dispersant ses restes sur le pont, certains de ses organes internes ayant été expulsés intacts. La cloche de plongée, désormais détachée, fut propulsée dans les airs par la force de l'explosion et heurta Cramond, causant sa mort. Son collègue Martin Saunders survécut, mais fut grièvement blessé. Initialement, Cramond fut accusé d'avoir relâché la pince trop tôt. Cependant, une enquête approfondie révéla une défaillance dans le mécanisme de verrouillage de sécurité, une fonction cruciale censée empêcher tout détachement accidentel. Cette défaillance mécanique permit à l'accident catastrophique de se produire. La tragédie brisa des familles. Ruth, l'épouse de Cramond, contesta vigoureusement les conclusions initiales, défendant le professionnalisme de son mari. Malgré sa grande expérience, il fut injustement blâmé pour une erreur causée par un équipement défectueux. Pendant des décennies, Ruth subit la douleur de voir son mari tenu pour responsable. Les compensations pour les familles des victimes furent retardées pendant des années. Ce n'est qu'en 2009, soit 26 ans plus tard, que le gouvernement norvégien reconnut sa responsabilité et accorda des indemnisations. Cet échec tragique incita à instaurer de nouvelles réglementations de sécurité, notamment l'installation obligatoire de systèmes de verrouillage fiables et de mécanismes redondants pour éviter des accidents similaires. Les entreprises furent également tenues de mettre en œuvre des protocoles de sécurité plus stricts et des évaluations de risques rigoureuses. Bien que ces mesures aient amélioré la sécurité, la plongée en saturation reste l'un des métiers les plus risqués. Les plongeurs endurent de longues périodes dans des espaces confinés sous pression. Les leçons tirées de la tragédie de la Byford Dolphin ont indéniablement sauvé des vies. Mais des questions troublantes persistent. Cette catastrophe aurait-elle pu être évitée? Ces hommes seraient-ils rentrés chez eux si l'équipement avait été irréprochable? L'accident de la Byford Dolphin est un exemple poignant des dangers des industries à haut risque. Il souligne l'importance cruciale de normes de sécurité rigoureuses et les conséquences dévastatrices des défaillances systémiques. Le 26 octobre 1965, à Indianapolis dans l'Indiana, la police arriva au 3850 East New York Street. À l'intérieur de la maison, les agents découvrirent le corps sans vie de Sylvia Likens, une adolescente de 16 ans allongée sur un matelas sale. Son corps portait des traces évidentes de mauvais traitements. Ecchymoses, brûlures, plaies ouvertes et même des mots gravés dans sa peau. La gardienne des lieux, Gertrude Banizewski, âgée de 37 ans, affirma que Sylvia avait été attaquée par un groupe de garçons. Elle montra même une note, supposément écrite par Sylvia, pour appuyer son récit. Mais les enquêteurs ne mirent pas longtemps à découvrir la vérité. Sylvia avait été séquestrée dans cette maison pendant près de 3 mois et avait subi des sévices inimaginables infligés par Gertrude, ses enfants et même des jeunes du quartier.
Ce drame devint l'un des cas de maltraitance infantile les plus choquants de l'histoire des États-Unis. Sylvia et sa sœur cadette Jenny, âgées de 15 ans et souffrant d'un handicap dû à la polio, avaient été confiées aux soins de Gertrude en juillet 1965. Leurs parents, Lester et Betty Likens, travaillaient pour un carnaval itinérant et payaient Gertrude $20 par semaine pour s'occuper des filles. Au début, la vie dans la maison des Banisewski semblait normale. Sylvia et Jenny passèrent leur journée à faire des tâches ménagères, à patiner et à chanter ensemble. Mais lorsque les paiements de leurs parents commencèrent à arriver en retard, le comportement de Gertrude devint brutal. Avec le temps, la cruauté de Gertrude s'intensifia et Sylvia devint sa principale cible. Le moindre prétexte, réel ou imaginaire, entraînait une punition sévère. Accusée de mensonge ou de vol, Sylvia était battue avec une ceinture ou une pagaie. La fille aînée de Gertrude, Paula, ainsi que des enfants du voisinage, furent même encouragés à participer au sévice. À la fin de l'été, la situation de Sylvia devint insoutenable. Privée de nourriture, elle fut contrainte de fouiller dans les ordures pour survivre. Gertrude lui infligea des tortures particulièrement cruelles, comme lui verser de l'eau bouillante sur le corps. Elle obligea même un garçon du quartier à graver des mots insultants dans sa peau à l'aide d'une aiguille chauffée. En octobre, son état s'aggrava considérablement. Décharnée, couverte de blessures et trop faible pour aller à l'école, elle fut enfermée dans le sous-sol de la maison, contrainte de dormir à même le sol glacé. À plusieurs reprises, elle tenta de s'enfuir, mais fut systématiquement rattrapée et punie encore plus sévèrement. Une fois, elle réussit à atteindre la porte d'entrée avant d'être violemment ramenée à l'intérieur et battue à nouveau. Alors que Sylvia devenait trop faible pour résister, Gertrude la força à rédiger une note déclarant qu'elle avait été attaquée par un groupe de garçons. Le 26 octobre 1965, elle succomba à ses blessures. L'autopsie révéla plus de 150 blessures, incluant des brûlures, des ecchymoses et des traumatismes internes. La cause de sa mort fut déterminée comme un œdème cérébral, une hémorragie interne et un état de choc. Après son décès, Gertrude Banisewski et plusieurs complices furent arrêtés. Lors de son procès, Gertrude tenta de nier sa responsabilité. En 1966, elle fut reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité. Sa fille Paula et 3 autres complices, dont son fils John, reçurent des peines moindres pour leur implication. Gertrude fut libérée sur parole en 1985 et vécut discrètement jusqu'à sa mort en 1990. L'histoire tragique de Sylvia entraîna d'importantes réformes des lois de protection de l'enfance dans l'Indiana, notamment des lois rendant obligatoire la dénonciation de toute maltraitance suspectée. Malgré les signes évidents de la souffrance de Sylvia, les voisins et les adultes qui avaient remarqué son état n'avaient rien fait pour intervenir. Aujourd'hui, l'héritage de Sylvia perdure à travers des organisations comme le Sylvia's Child Advocacy Center, qui œuvre pour la protection des enfants vulnérables. Le 19 mars 2015, à Kaboul, en Afghanistan, Farkhunda Malikzada, une femme de 27 ans, quitta son domicile pour assister à un cours de récitation du Coran. Enseignante bénévole et étudiante en droit islamique, elle aspirait à devenir juge. Ce matin-là, elle assura à sa mère, Bibi Hajera, qu'elle aiderait à préparer les célébrations du Nouvel An afghan dès son retour. Mais Farkhunda ne rentra jamais chez elle. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta au sanctuaire Shado Shamshira, où une violente dispute éclata entre elle et Zainuddin, le gardien du sanctuaire. Farkhunda s'opposait à la vente de talismans et d'amulettes qu'elle considérait comme superstitieux et contraires aux enseignements de l'islam. Frustré par leur désaccord, Zainuddin l'accusa faussement d'avoir brûlé un exemplaire du Coran. Son accusation, proférée à haute voix, attira rapidement l'attention et une foule en colère se rassembla. Farkhunda nia catégoriquement l'accusation, affirmant fermement sa foi musulmane et son respect pour le Coran. Malgré ses protestations, la foule refusa de l'écouter. La rumeur se propagea rapidement, attisant la fureur des personnes présentes. La situation dégénéra et la foule devint violente. Farkhunda fut traînée hors du sanctuaire et attaquée à coups de bâton et de pierre. La police arrive sur place mais intervient peu. Au lieu de la protéger, les agents tirèrent des coups de semonce en l'air et eurent du mal à maîtriser la foule déchaînée. À un moment donné, les policiers emmenèrent Farkhunda sur le toit du sanctuaire, probablement pour la protéger, mais la foule, enragée, lui lança des projectiles depuis le sol. Affaiblie, elle retomba dans la foule où les violences s'intensifièrent. La foule traîna Farkhunda dans la rue où elle fut battue avec une brutalité extrême. Une voiture lui passa dessus, traînant son corps sur la route. Ses agresseurs la transportèrent ensuite près de la rivière Kaboul où ils poursuivirent leur attaque. Finalement, ils mirent le feu à son corps, certains membres de la foule utilisant leurs vêtements pour alimenter les flammes lorsque le corps de Farkhunda résistait à la combustion. L'événement, filmé avec des téléphones portables, fut diffusé en ligne, provoquant une indignation massive en Afghanistan et dans le monde entier. Les vidéos révélaient une réalité glaçante.
L'attaque n'avait pas été orchestrée par des extrémistes, mais par des citoyens ordinaires, poussés par de fausses accusations et une méconnaissance des faits. Le président Ashraf Ghani condamna l'acte comme odieux et des enquêtes furent ouvertes. Le chef de la police criminelle de Kaboul, le général Mohammad Zahir, confirma qu'aucune preuve n'étayait les accusations portées contre Farkhunda. Elle avait été faussement accusée. Malgré cela, certains chefs religieux défendirent initialement les actions de la foule avant que la vérité ne soit pleinement révélée. Farkhunda était innocente. Cette tragédie était le résultat d'une désinformation, d'un sexisme systémique et de violences collectives. La brutalité de la mort de Farkhunda marqua un tournant. Des milliers d'Afghans descendirent dans les rues pour protester, unis sous une même déclaration. Ils soutenaient Farkhunda. Des militantes pour les droits des femmes se peignirent le visage en rouge pour symboliser l'image ensanglantée de Farkhunda. Ces funérailles furent un moment historique. Des femmes portèrent en son cercueil, un acte symbolique puissant dans une société où ce rôle est traditionnellement réservé aux hommes. Cependant, la justice resta insatisfaisante. Parmi les 49 individus initialement inculpés, 4 furent condamnés à mort et d'autres à de longues peines de prison. Mais en appel, plusieurs condamnations furent réduites et certains accusés furent libérés sous caution. Cette clémence provoqua la colère des militantes et de la famille de Farkhunda, qui estimèrent que justice n'avait pas été rendue. La mort de Farkhunda devint un cri de ralliement pour les droits des femmes en Afghanistan. La rue où elle fut tuée fut renommée en son honneur et sa tombe devint un lieu de mémoire. Son histoire met en lumière les dangers auxquels les femmes sont confrontées dans des sociétés où les préjugés profondément enracinés et la désinformation peuvent entraîner de telles tragédies. Pour sa mère, Bibi Hajera, le chagrin était insupportable. Elle se souvenait d'avoir identifié le corps de sa fille, brûlé et mutilé. Elle resta forte, participant au cortège funéraire historique aux côtés d'autres femmes. La mort de Farkhunda révéla les dures réalités auxquelles sont confrontées les femmes afghanes, mais elle déclencha également des discussions sur le changement. Son nom demeure un symbole de résilience et de lutte contre l'injustice, rappelant au monde entier qu'il reste encore beaucoup à faire pour protéger les droits des femmes et remettre en question les normes sociétales. Le matin du 3 février 2021, à Little Ferry, New Jersey, une scène hivernale banale s'est transformée en une tragédie impensable. Un homme de 62 ans, confronté aux routes glacées après une violente tempête de neige, s'est retrouvé coincé sur un terrain enneigé près du Lawson Slope Creek Park. Ce qui aurait dû être une simple opération de dépannage s'est transformé en un drame brutal et profondément troublant, laissant enquêteurs, secouristes et proches en quête de réponses. Ce matin-là, un employé des services publics remarque un Mazda CX-5 embourbé dans la neige près d'un terrain de football à côté de Marov Road. Le SUV semblait avoir franchi une bordure de parking et s'était immobilisé. L'agent alerte la police et 2 officiers de Little Ferry arrivent peu après 9 heures. À leur arrivée, ils découvrent le moteur du véhicule tournant à plein régime. Le conducteur tente désespérément de se dégager en passant la marche avant puis arrière, faisant patiner les pneus dans le tas de neige. Mais l'homme, à l'intérieur, semble ne pas remarquer ou ne pas répondre à la présence des policiers. Les agents, dont l'un formé comme pompier, frappent sur les vitres et crient de couper le moteur, d'autant qu'une dépanneuse avait déjà été appelée. Mais l'homme continue d'accélérer et le véhicule oscille d'avant en arrière. Quelques instants plus tard, alors que les officiers s'éloignent vers leur voiture de patrouille, un bruit sec retentit sous le SUV. Des flammes apparaissent soudainement au niveau du compartiment moteur, le feu se propage rapidement. Les policiers accourent de nouveau vers le Mazda, tentant désespérément d'ouvrir les portières verrouillées. L'un d'eux parvient à briser une vitre arrière, mais déjà l'habitacle est envahi par les flammes. La fumée épaisse et la chaleur extrême les obligent à reculer. En quelques secondes, le SUV entier est englouti par le feu. Les pompiers arrivent rapidement et parviennent à éteindre l'incendie, mais il est trop tard. L'homme est mort. La violence de l'incendie et la rapidité avec laquelle il a consumé le véhicule choquent les premiers intervenants. L'identification n'a pu être confirmée qu'à l'aide de dossiers dentaires. Les autorités, dont le Bergen County Prosecutor's Office, ouvrent une enquête, jugeant l'incident étrange en raison de l'embrasement fulgurant et de son intensité. La cause exacte de l'incendie reste inconnue. Aucun rapport officiel n'a encore fourni d'explication. Bien que les officiers présents aient confirmé que l'homme n'avait jamais réagi à leurs appels répétés d'arrêter d'accélérer. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Le mystère demeure. L'incident survient dans le sillage d'une forte tempête hivernale qui avait recouvert le nord-est des États-Unis de neige et de glace, paralysant les infrastructures et compliquant les déplacements. Des responsables de la police qualifieront plus tard l'incendie d'anormalement rapide et agressif. Le chef James Walters avouera ne pas comprendre comment les flammes avaient pu se propager si vite. La famille de la victime a été informée. Un ami de longue date,
qui le connaissait depuis l'enfance, exprime son chagrin et son incrédulité. Il se rend sur le lieu du drame, y retrouve le téléphone du défunt et conserve un morceau calciné du véhicule comme souvenir personnel. Il raconte sa peine et le vide laissé par cette disparition brutale. Rappel cruel de la fragilité de l'ordinaire qui peut basculer en quelques secondes dans l'irréversible. De nombreuses questions restent sans réponse. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette mort tragique soulève de sérieuses inquiétudes sur la sécurité des véhicules en conditions extrêmes, les limites de l'intervention d'urgence et les dangers imprévisibles qui peuvent surgir en un instant. C'était le 20 octobre 2007, à New Delhi en Inde. Surinder Singh Bajwa, le maire adjoint de Delhi âgé de 52 ans, passait une soirée tranquille chez lui. En tant que membre influent du Bharatiya Janata Party, BJP, il était déjà une figure bien connue de la scène politique locale. Mais cette nuit-là, un événement inattendu allait tout bouleverser. À l'extérieur de son domicile, un groupe de macaques Rhesus, une espèce de singe connu pour son agressivité et son comportement territorial, pénétra dans la propriété. Ces singes représentaient un problème croissant à New Delhi où le développement urbain avait perturbé leur habitat naturel. Il n'était pas rare qu'ils s'introduisent dans des maisons, volent de la nourriture ou même affrontent les habitants, mais personne ne s'attendait à un incident aussi grave. D'après les rapports, Bajwa aperçut les singes et tenta de les chasser. Dans son effort pour protéger son domicile, il se retrouva sur son balcon. Ce qui s'est passé ensuite reste flou, mais il semblerait que l'attitude agressive des singes l'ait surpris, lui faisant perdre l'équilibre et chuter du premier étage. Bien que le problème des singes soit bien connu, personne n'aurait imaginé qu'il puisse mener à une telle tragédie. Les secours furent immédiatement appelés et Bajwa fut transporté en urgence à l'hôpital Indraprastha Apollo. Malgré les efforts des médecins, il succomba le lendemain, le 21 octobre 2007. La mort de Bajwa bouleversa la ville. Il était un fonctionnaire dévoué, un mari et un père. Sa famille fut anéantie par cette perte soudaine, et la communauté fut en deuil face à cette tragédie. Son décès attira également l'attention nationale sur le problème persistant des singes à Delhi, une question négligée depuis des années malgré de nombreuses plaintes. Ils envahissaient fréquemment les maisons, dégradèrent les biens et attaquèrent parfois les habitants. Les enfants et les piétons étaient particulièrement vulnérables à leur agressivité. L'urbanisation rapide de la ville avait chassé ces singes de leur habitat naturel, les forçant à s'adapter aux environnements urbains où nourriture et abris étaient abondants. Les autorités locales avaient tenté plusieurs méthodes pour contrôler la population de singes, mais aucune ne s'était révélée efficace. L'une des approches consistait à utiliser des langurs, une espèce de singe plus grande, pour effrayer les macaques Rhesus. Toutefois, cette solution posait problème. Les langurs étaient difficiles à gérer et leur utilisation était illégale. Certains dresseurs perdirent leur emploi et le problème persista. Dans certains cas, même des bâtiments gouvernementaux furent envahis par les singes, avec des rapports signalant des documents sensibles éparpillés par ces intrus. La famille de Bajwa et ses voisins avaient déjà été confrontés à des invasions de singes, mais ils n'auraient jamais imaginé que la situation tournerait au drame. Son décès mit en lumière l'incapacité des autorités à gérer ce problème, malgré des ordonnances judiciaires exigeant des mesures concrètes. La situation était devenue si critique qu'une plainte avait été déposée contre le gouvernement pour son inaction. La réaction du public à la mort de Bajwa oscille entre chagrin et colère. Tandis que certains présentèrent leurs condoléances à la famille, d'autres critiquaient vivement le gouvernement pour avoir ignoré une menace grandissante pour la sécurité des habitants. Des leaders politiques se rendirent au domicile de Bajwa pour lui rendre hommage, mais la frustration des résidents était évidente. Les singes sont considérés comme sacrés par de nombreux habitants et sont associés au dieu hindou Hanuman. Les nourrir est une pratique courante, ce qui encourage encore davantage leur présence en milieu urbain. Toute tentative visant à les éloigner ou à les relocaliser suscitait donc une vive résistance de la part des communautés locales. Après la mort de Bajwa, la municipalité de Delhi, MCD, annonça des mesures plus strictes et le recrutement de nouveaux chasseurs de singes. Cependant, pour beaucoup, ces actions arrivèrent trop tard. Ce drame fut un rappel brutal des dangers que représente la faune sauvage dans les zones urbaines et de la nécessité d'une solution durable. Au fil des ans, ces animaux avaient blessé des habitants, causé des dégâts matériels et perturbé la vie quotidienne de la ville. Dans un cas notable, même le ministère de la Défense avait dû faire face à des singes saccageant des documents importants. Le décès de Bajwa souligna l'urgence d'une meilleure gestion de la faune dans une ville en pleine expansion. Alors que les efforts pour régler la situation continuaient, sa disparition restait un rappel tragique de ce qui arrive lorsque le développement urbain et la nature entrent en collision sans une planification adéquate.
Le 27 janvier 2023, au centre de Londres, Kevin Holding, un entrepreneur de 60 ans, effectuait l'entretien quotidien d'un urinoir pop-up. Cette tâche était courante pour Holding, qui travaillait pour la société High-Tech Washroom Solutions Limited. Il se trouvait à Cambridge Circus, une zone animée où Shaftesbury Avenue rencontre Charing Cross Road, juste en dehors du Palace Theatre, où était jouée la pièce Harry Potter and the Cursed Child. Kevin Holding, père de 3 enfants et originaire de Beckenham dans le sud-est de Londres, était connu pour son dévouement au travail et à sa famille. Le conseil municipal de Westminster avait introduit les urinoirs pop-up à Londres il y a environ 20 ans pour répondre aux préoccupations relatives à l'hygiène publique. Ces dispositifs restent souterrains pendant la journée et remontent hydrauliquement la nuit. Ce jour-là, Holding s'assurait qu'un de ces urinoirs fonctionnait correctement. Il avait commencé à travailler entre 10h et 10h30 et avait été sur place pendant plusieurs heures sans incident. Vers 13h, alors qu'il finissait son travail, l'urinoir s'est soudainement effondré. Cet accident tragique a été capturé par les caméras de vidéosurveillance. Le lourd mécanisme hydraulique l'a piégé en dessous, lui causant des blessures graves. Les passants choqués dans le West End animé ont été témoins de l'événement horrifiant. Les services d'urgence ont été immédiatement appelés et la réponse a été rapide. Des équipes ambulancières, 4 camions de pompiers, 25 pompiers et un hélicoptère ont rapidement pris la route, les premiers intervenants arrivant sur place à 13h05. La police est arrivée peu après, bouclant la zone pour gérer la foule grandissante. Malgré l'arrivée rapide des secours, il y a eu un retard important dans l'accès à l'équipement nécessaire pour soulever la lourde structure. Un véhicule spécialisé n'est arrivé qu'après 15 heures. Pendant plus de 2 heures, les secours ont lutté pour libérer Holding. Les pompiers ont utilisé un treuil et d'autres outils pour soulever la structure, tandis que les témoins anxieux suivaient les efforts intenses pour le sauver. À 15h40, Holding a enfin été libéré, mais il était trop tard. Il a été déclaré mort sur les lieux. Une autopsie a plus tard confirmé que la cause du décès était une asphyxie par compression. Kevin Holding a été identifié grâce à sa carte Oyster, un pass de transport public. Sa disparition soudaine a dévasté sa famille. Sa compagne et ses 3 enfants étaient bouleversés par la perte de cet homme qu'il décrivait comme l'âme de la famille. Sa fille a partagé une photo émouvante de lui avec sa petite fille, écrivant « Elle te connaîtra comme le meilleur grand-père du monde entier ». Une enquête sur la mort de Holding a eu lieu au tribunal des coronaires de l'Ouest de Londres. La coroner, le professeur, Fiona Wilcox, a présenté ses condoléances à la famille et a reconnu les circonstances tragiques. L'enquête a révélé un problème critique. Le retard dans l'arrivée du véhicule nécessaire pour soulever l'urinoir. Ce retard a été noté comme un problème majeur dans la réponse des secours. Le conseil municipal de Westminster a ensuite publié une déclaration exprimant ses plus sincères condoléances aux proches de Holding. Ils ont assuré au public qu'une enquête complète était en cours pour comprendre les événements ayant conduit à l'incident. La Health and Safety Executive, HSE, a également lancé une enquête pour examiner les protocoles de sécurité. La famille de Holding, notamment sa fille Carly, a exprimé sa frustration quant à la gestion de l'après-accident par les autorités. Dans une interview avec la BBC, elle a décrit son père comme étant la colle qui tenait la famille ensemble et a critiqué le manque de soutien et de communication claire des responsables. Elle a insisté sur le fait qu'aucune famille ne devrait endurer un tel traitement. Cet événement tragique soulève des questions urgentes sur la sécurité et la réponse d'urgence. La vie de Kevin Holding aurait-elle pu être sauvée si l'équipement était arrivé plus tôt? Comment les protocoles d'entretien et les mesures de sécurité des travailleurs peuvent-ils être améliorés pour éviter des accidents similaires? Quelles mesures peuvent être prises pour garantir des réponses d'urgence plus rapides et plus efficaces à l'avenir? La perte de Kevin Holding montre les risques inattendus qui peuvent surgir dans les métiers de tous les jours. Elle souligne l'importance d'améliorer les normes de sécurité et la préparation aux urgences pour protéger les travailleurs. Pour sa famille, la douleur de sa disparition est incommensurable et leur quête de réponse et de justice continue. Cette tragédie est un appel pour de meilleures mesures de sécurité et un traitement plus humain des familles des victimes. Le 17 mars 1999, à Hong Kong, Fan Manye, une femme de 23 ans, vivait dans un petit appartement de la section Fushan Estate. Sa vie avait été marquée par de nombreux défis. Élevée dans un orphelinat après avoir été abandonnée, elle avait grandi dans la négligence et les difficultés. Adolescente, elle avait lutté contre des problèmes de dépendance et avait été contrainte à une vie difficile pour survivre. Au début de la vingtaine, Fan avait réussi à transformer sa vie. Elle avait quitté un mariage abusif, surmonté sa dépendance et trouvé un travail comme hôtesse dans un nightclub. Elle était déterminée à offrir une vie meilleure à son jeune fils. Cependant, ses efforts furent anéantis par une erreur qui l'a mis en grand danger.
Elle avait volé un portefeuille appartenant à Sean Manlock, un membre d'un gang local. Le portefeuille contenait environ 4 000 $ hongkongais, environ 500 $ américains. Bien que Fan ait rendu l'argent, Chan exigea plus de 10 000 $ hongkongais, une somme qu'elle ne pouvait pas fournir. Le 17 mars, Chan et deux complices, Leung Ching-cho et Leung Wai-lun, se rendirent chez elle. Ils l'enlevèrent et l'emmenèrent dans un appartement du quartier de Tsim Sha Tsui. Ce qui suivit fut un mois de cruauté inimaginable. Au départ, ses ravisseurs avaient l'intention de la punir en l'exploitant, mais leur traitement devint rapidement plus brutal. Fan fut soumise à des abus physiques constants. Battue avec des barres métalliques et des ustensiles de cuisine, suspendue par les poignets, brûlée avec du plastique fondu, et des produits irritants furent appliqués sur ses blessures. Elle subit également des actes dégradants visant à briser sa dignité et son esprit. Une adolescente de 14 ans, surnommée Afong, associée à Chan, assista aux abus et y participa même. Elle déclara plus tard avoir agi par amusement. Elle se souvenait avoir vu Fan se faire frapper à coups de pied à plusieurs reprises et admit avoir rejoint les attaques. Fan endura des semaines de tortures incessantes, ce qui affecta gravement son bien-être physique et émotionnel. À la mi-avril, elle succomba à ses blessures. Ses ravisseurs prétendirent qu'elle était morte d'une overdose, mais les preuves suggéraient que les abus prolongés étaient à la véritable cause de sa mort. Après sa mort, ce qui se passa fut tout aussi macabre. Les hommes tentèrent de dissimuler leur crime en démembrant son corps et en faisant bouillir les restes pour ralentir leur décomposition. Les parties de son corps furent jetées comme des déchets, mais son crâne fut placé dans une grande peluche Hello Kitty en forme de sirène. Ce geste grotesque transforma un symbole d'innocence en un artefact sinistre du crime. L'affaire fut révélée en mai 1999 lorsque Afong se rendit à la police. Elle déclara être hantée par l'esprit de Fan qui, selon elle, la poursuivait et la tourmentait avec des visions de ce qui s'était passé. Bien que son récit parût incroyable, les autorités enquêtèrent. Afong conduisit les policiers à l'appartement où le crime avait eu lieu. Ce qu'ils y découvrirent confirma son récit. La peluche Hello Kitty contenant le crâne de Fan ainsi que d'autres éléments prouvant les sévices. Chan Manlock, Leung Ching-cho et Leung Wai-lun furent arrêtés. En échange de son témoignage, Afong bénéficia de l'immunité. Le procès, qui commença en 2000, révéla des détails si choquants que beaucoup eurent du mal à comprendre le niveau de cruauté impliqué. Les hommes nièrent avoir causé la mort de Fan, bien qu'ils admettent l'avoir enlevé et torturé. L'état des restes de Fan empêcha les médecins légistes de déterminer une cause précise de décès. Cependant, la Cour conclut que les abus avaient entraîné sa mort, même si ce n'était pas leur intention directe. Les hommes furent condamnés pour homicide involontaire et écopèrent de la réclusion à perpétuité. L'un d'eux, Leung Ching-cho, fit appel avec succès et vit sa peine réduite à 18 ans. Il fut libéré après seulement 12 ans, en 2011. L'appartement où le crime avait eu lieu devint tristement célèbre, considéré par beaucoup comme hanté. Il resta vacant pendant des années avant d'être démoli en 2012. En 2022, Leung Ching-cho refit les gros titres lorsqu'il fut condamné pour maltraitance d'enfants, consolidant sa réputation d'individu dangereux. Cette affaire, surnommée le meurtre Hello Kitty, reste l'un des crimes les plus troublants de Hong Kong. Elle est un sombre rappel des ténèbres qui peuvent se cacher derrière des vies apparemment ordinaires. À ce jour, les détails de cette affaire continuent de hanter ceux qui en prennent connaissance. C'était le 6 janvier 2017 à Sydney, en Australie. Bernard Butch Gore, un ancien coiffeur de 71 ans originaire de Tasmanie, rendait visite à sa fille à Woollahra. Lui et son épouse, Angela, étaient venus à Sydney pour passer du temps avec leur famille et profitaient souvent de déjeuner au centre commercial animé de Westfield Bondi Junction. Ce jour-là, Bernard quitta l'appartement de sa fille environ 20 minutes avant Angela. Ils avaient prévu de se retrouver devant Woolworths à 13h. Cependant, Bernard n'arriva jamais. Angela attendit à l'endroit convenu, scrutant la foule tandis que les passants défilaient, inconscient de son inquiétude grandissante. Les minutes se transformèrent en heures, mais Bernard était introuvable. Angela refit le trajet habituel de son mari dans le centre commercial, s'arrêtant aux endroits familiers où il se reposait souvent. Ne le trouvant pas, elle rentra chez elle et contacta la police pour signaler sa disparition. Plus tard dans la soirée, leur fille Melinda se rendit au centre commercial pour aider à chercher son père. Elle fournit au personnel de sécurité une description de Bernard, l'heure de son départ et l'endroit où il devait retrouver Angela. Le personnel l'assura qu'ils effectueraient des recherches et examineraient les images de vidéosurveillance. Ils vérifièrent les zones communes, mais pas les escaliers de secours. Les images de surveillance montrèrent finalement Bernard entrant dans le centre commercial à 12h48.
Il sera vu sur une autre caméra à 12h50 entrant par la porte L407, un escalier de secours au niveau 4. Ce fut la dernière fois qu'il fut aperçu. La porte se verrouillait de l'intérieur, empêchant Bernard de sortir. Bien qu'il y ait eu un chemin possible pour s'échapper, il ne le trouva jamais. Au début de l'enquête, la police n'examina pas les images de Bernard entrant dans l'escalier. Ils se concentrèrent plutôt sur d'autres zones près de Woolworths et des entrées piétonnes, supposant qu'il n'était pas arrivé au centre commercial, ce qui retarda les recherches. Pendant les 3 semaines suivantes, la famille de Bernard et la police menèrent des recherches à travers la ville. Des flyers furent distribués, mais Bernard ne fut pas retrouvé. Le 9 janvier, la police parcourut le centre commercial mais ignora les escaliers de secours, pensant que l'équipe de sécurité les avait déjà inspectés. Les températures à Sydney dépassèrent les 40 degrés Celsius, rendant l'escalier insupportable. Bernard, sous traitement pour de l'hypertension et souffrant de légers troubles cognitifs, était coincé sans nourriture ni eau. Son indépendance et sa détermination l'empêchèrent probablement de demander de l'aide. Le 27 janvier, 21 jours après la disparition de Bernard, un concierge effectuant une maintenance de routine découvrit son corps dans un escalier de secours près du niveau 3. Bernard fut trouvé dans une position semi-agenouillée près d'une chaise en plastique, suggérant qu'il s'était assis avant de s'effondrer. Il avait probablement succombé à l'épuisement et à la déshydratation. L'enquête révéla plusieurs opportunités manquées qui auraient pu changer l'issue. Le personnel de sécurité n'avait pas vérifié les escaliers lors de leur recherche initiale et la police n'avait pas examiné toutes les images de vidéosurveillance. La signalisation inadéquate dans l'escalier rendit également difficile pour Bernard de trouver une sortie. Pendant l'enquête, Angela et Melinda regardèrent les images de vidéosurveillance montrant Bernard entrant dans l'escalier. Cet incident souleva des inquiétudes concernant les mesures de sécurité au Westfield Bondi Junction. Comment quelqu'un pouvait-il rester inaperçu dans un lieu si fréquenté pendant 3 semaines? La société mère du centre commercial, Centre Group, exprima ses condoléances et prit des mesures pour éviter de tels incidents. Le coroner adjoint Derek Lee recommanda des améliorations dans les protocoles de recherche de la police, un examen approfondi des vidéosurveillances et une meilleure signalisation dans les centres commerciaux. Il insista également sur la nécessité de recherches plus complètes, y compris dans des zones comme les escaliers de secours. La famille de Bernard continue de pleurer sa perte. Son fils, Mark, décrivit Bernard comme quelqu'un qui n'abandonnait pas facilement. Cet événement tragique laisse des questions en suspens. Et si la sécurité avait vérifié les escaliers plus tôt, Bernard aurait-il pu être sauvé? Et si toutes les images de vidéosurveillance avaient été examinées immédiatement? Ou si Bernard avait porté un dispositif de géolocalisation? La douleur de l'histoire de Bernard reste un rappel poignant de la façon dont de petites négligences peuvent avoir des conséquences irréversibles. Le 24 mars 1944, à Alcolu en Caroline du Sud, George Stinney Jr., un garçon afro-américain de 14 ans, jouait dehors avec sa petite sœur amie. Les 2 enfants furent abordés par 2 filles blanches, Betty June Biniker, 11 ans, et Mary Emma Thames, 7 ans. Les fillettes cherchaient des fleurs sauvages et demandèrent à George et Amy de les aider. Ne sachant pas où en trouver, les 2 enfants continuèrent leur chemin. Ce soir-là, Betty et Mary ne rentrèrent pas chez elles, déclenchant une recherche à l'échelle de la communauté. George et sa famille participèrent aux recherches et George mentionna qu'il avait vu les fillettes plus tôt dans la journée. Le lendemain matin, les corps de Betty et Mary furent retrouvés dans un fossé peu profond. Elles avaient subi de violentes blessures. Peu après, George fut accusé d'être responsable de leur mort. Le shérif local affirma que George avait avoué le crime lors de son interrogatoire, déclarant qu'il avait utilisé un objet contondant et qu'il avait exprimé des intentions déplacées envers l'une des filles. Cependant, cette confession n'était ni écrite ni officiellement enregistrée. Aucun témoin ni preuve matérielle ne reliait George à l'incident, mais il fut rapidement arrêté en tant que principal suspect. L'arrestation de George donna lieu à l'un des exemples les plus troublants d'injustice dans l'histoire des États-Unis. Âgé de 14 ans, George était petit et frêle, mesurant 1,55 m et pesant seulement 43 kg. Il fut interrogé pendant des heures, seul, sans la présence d'un parent ni d'un avocat. La police rapporta une confession, mais il était difficile de savoir si elle avait été donnée volontairement ou sous la contrainte. Le procès de George commença moins d'1 mois plus tard, le 24 avril 1944. Il ne dura que 3 heures. L'avocat commis d'office, un spécialiste en fiscalité sans expérience en droit pénal, ne présenta aucune défense. Aucune enquête ne fut menée sur l'alibi de George, aucune preuve ne fut contestée, et aucun témoin ne fut appelé pour le défendre. Le jury entièrement composé de personnes blanches délibéra pendant seulement 10 minutes avant de le déclarer coupable. George fut condamné à mort. L'atmosphère du procès était hostile.
Les Afro-Américains étaient interdits d'accès au tribunal qui était rempli d'un public exclusivement blanc. Le système judiciaire échoua à chaque étape à protéger George. Sa famille dut fuir la ville sous la menace de violence, laissant George seul et sans défense. Le 16 juin 1944, moins de 2 mois après sa condamnation, George fut exécuté sur une chaise électrique. À 14 ans, il devint la plus jeune personne de l'histoire moderne des États-Unis à subir une telle peine. La chaise, conçue pour des adultes, était beaucoup trop grande pour lui. Une Bible fut placée sous lui pour le rehausser. Les sangles censées le maintenir étaient lâches et le masque facial était trop grand. Des témoins décrivirent une scène horrifiante. Le masque glissa pendant l'exécution, révélant le visage terrifié de l'enfant. La mort de George dévasta sa famille, qui vécut avec la douleur et la peur causées par les menaces et les discriminations. Pendant des décennies, son cas fut largement ignoré, mais ses proches et ses soutiens ne perdirent de jamais espoir de réhabiliter sa mémoire. En 2004, de nouveaux efforts juridiques furent entrepris pour obtenir justice pour George. Des militants des droits civiques affirmèrent qu'il n'avait pas eu droit à un procès équitable et que ses droits constitutionnels avaient été bafoués. En décembre 2014, une juge de la Caroline du Sud annula la condamnation de George, déclarant que son procès avait été une parodie de justice. Elle souligna l'absence de défense légale, l'absence d'enquête et une confession obtenue sous la contrainte comme raison d'annuler le verdict. Ce jugement apporta un certain apaisement à la famille de George qui s'était battue inlassablement pour réhabiliter son nom. Sa sœur, Catherine Robinson, considéra cette décision comme une victoire douce amère, ressentant à la fois un soulagement face à cette reconnaissance tant attendue et une profonde tristesse en pensant à l'impuissance de George à l'époque. L'histoire de George Stinney Jr. met en lumière les profondes injustices du système judiciaire dans le Sud ségrégué. Son cas est un exemple des ravages causés par les préjugés raciaux et l'incapacité à garantir une justice équitable. Bien que son nom ait été blanchi, la tragédie de sa courte vie et de sa mort injuste demeure un appel à assurer l'équité pour tous, en particulier pour ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. L'après-midi du 28 septembre 2023, un tragique accident s'est produit dans le parking nord du West Edmonton Mall, entraînant la mort soudaine et dévastatrice d'un jeune homme de 18 ans. L'adolescent, dont l'identité n'a pas été rendue publique, faisait partie de 3 personnes à bord d'une Toyota Camry lorsque l'incident s'est produit, dans ce lieu habituellement très fréquenté, connu pour ses attractions familiales et son important flux quotidien de visiteurs. En l'espace de quelques secondes, une journée ordinaire s'est transformée en drame. Le jeune homme se trouvait à la place passager avant. Le véhicule était conduit par un adolescent de 17 ans, tandis qu'une fille de 15 ans occupait la banquette arrière. Selon la police d'Edmonton, la voiture circulait lentement dans le parking couvert lorsque la victime s'est redressée à travers le toit ouvrant. Alors que la voiture avançait sous une rampe du parc de stationnement à plusieurs niveaux, le jeune a heurté violemment la tête contre une poutre en béton fixe. Le choc fut brutal. Cette poutre, élément porteur de l'étage supérieur, était immobile et rigide. L'impact a probablement provoqué un traumatisme crânien immédiat et fatal. Les services d'urgence ont été dépêchés à la suite d'un appel vers 13h45. À leur arrivée, policiers et équipes médicales découvrent le jeune homme grièvement blessé. Pris en charge sur place puis transporté à l'hôpital, il n'a malheureusement pas survécu. Son décès a été prononcé peu après. Ni le conducteur ni la passagère arrière n'ont été physiquement blessés. Tous deux sont restés sur les lieux. La police d'Edmonton a confirmé que la vitesse ni l'alcool tree drug ne semblaient pas être en cause. Toutefois, en raison du caractère inhabituel de l'accident, le dossier a été confié à la section des enquêtes sur les collisions majeures. Les autorités ont lancé un appel à témoins, demandant notamment des images de dashcam susceptibles d'éclaircir davantage les circonstances. L'accident est survenu dans l'un des espaces commerciaux les plus fréquentés du Canada. Le West Edmonton Mall, deuxième plus grand centre commercial d'Amérique du Nord, accueille environ 32 millions de visiteurs par an. Avec ses nombreuses attractions, parcs aquatiques, couverts, manèges, centaines de boutiques, le lieu est en permanence animé. Le parking nord en particulier est un vaste garage à plusieurs étages directement relié à certaines des entrées les plus fréquentées du centre. Des images prises peu après l'accident montrent les véhicules de secours encerclant la zone, une partie du parking ayant été bouclée pour permettre aux enquêteurs d'opérer. La poutre de béton impliquée est un élément de structure fixe, standard dans de nombreux parkings intérieurs plus anciens. Ce jour-là, ni la météo ni la visibilité ne présentaient de problème particulier et aucun dysfonctionnement du véhicule n'a été relevé. La communauté a réagi avec stupeur et tristesse, peinant à accepter cette réalité déchirante. Un instant d'inattention dans un lieu familier a suffi à entraîner des conséquences irréversibles.
Les autorités ont renouvelé leur appel au public pour toute information complémentaire. Une famille, elle, reste désormais confrontée à l'inimaginable. La perte brutale d'une vie si jeune, fauchée en un instant que personne n'aurait pu prévoir. C'était la nuit du 18 septembre 2015 à Katni, une petite ville du Madhya Pradesh, en Inde. Lattori Barman, un ouvrier agricole de 45 ans, avait assisté à une foire villageoise. Après l'événement, sa femme partit rendre visite à ses parents, tandis que Lattori décida de rentrer seul chez lui. Il avait bu, et la route qu'il emprunta était en mauvais état. Le chemin comportait un énorme nid de poules non signalé, aucun avertissement, barrière ou lumière pour indiquer le danger. Il faisait nuit noire, et Lattori, inconscient du danger, trébucha dans le trou profond, perdit l'équilibre et tomba. Dans son état d'ébriété, il perdit connaissance. Cette même nuit, une équipe de travailleurs routiers arriva pour réparer la section endommagée. Sans le savoir, ils commencèrent à travailler sans remarquer Lattori gisant au fond du trou. Ils versèrent du goudron brûlant sur lui et achevèrent le travail, l'ensevelissant sous la route fraîchement pavée. Le lendemain matin, les villageois de Slimanabad firent une découverte macabre. Alors qu'un habitant marchait sur la route récemment refaite, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un bras dépassait de l'asphalte. En y regardant de plus près, la terrible vérité apparut, le corps de Lattori était enterré sous la route. Les autorités furent appelées et une enquête fut ouverte. Lattori était tragiquement décédé par asphyxie sous les couches de goudron brûlant. Les ouvriers, inconscients de sa présence, l'avaient involontairement scellé sous le nouvel asphalte. La tragédie provoqua l'indignation de la communauté locale. Les villageois protestèrent, bloquèrent les routes et exigèrent des comptes. Les ouvriers impliqués, y compris le chauffeur du camion transportant l'asphalte et la personne ayant rempli le nid de poules, furent arrêtés et inculpés pour négligence, ayant entraîné la perte d'une vie. Cet incident a mis en lumière un problème bien plus vaste en Inde, l'état dangereux de ces routes, un entretien déficient, un manque de mesures de sécurité et des infrastructures hasardeuses contribuent à des milliers d'accidents chaque année. Dans les zones rurales et même les grandes villes, les nids de poules deviennent souvent des pièges mortels, surtout pendant la mousson. Selon les statistiques, environ 7700 personnes perdent la vie chaque année en Inde à cause des dangers liés aux routes. Le terme cratère tueur a été utilisé pour décrire ces nids de poules mortelles. Dans certaines régions, les habitants nomment ces dangers d'après des responsables publics pour attirer l'attention sur le problème, suscitant des appels publics pour de meilleures mesures de sécurité routière et un contrôle plus strict des projets de construction. En réponse, les autorités locales ont offert à la famille de Lattori une compensation de 50 000 roupies, soit environ 760 $. Bien que ce paiement visait à soulager une partie du fardeau financier pesant sur sa veuve et ses enfants, beaucoup ont estimé que c'était une mesure insuffisante compte tenu de la gravité de l'incident. La tragédie a également soulevé des questions cruciales. Comment les ouvriers ont-ils pu ne pas remarquer Lattori dans le nid de poule? Pourquoi n'y avait-il aucune mesure de sécurité comme des barrières ou des panneaux d'avertissement pour prévenir de tels accidents? Et pourquoi a-t-il fallu qu'un villageois remarque son bras le lendemain pour que la vérité éclate? La mort de Lattori, bien que choquante, n'était pas un incident isolé. Ces tragédies passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles aient des conséquences dévastatrices. L'histoire de Lattori est un exemple des dangers posés par la négligence et le manque de surveillance. Les routes nécessitent une construction adéquate, un entretien régulier et des mesures de sécurité comme une signalisation visible et des barrières de protection. Cependant, des défis tels que la corruption et un manque de responsabilité dans le système des travaux publics en Inde entravent tout progrès significatif. La disparition prématurée de Lattori Barman est un avertissement sur le coût de la négligence en matière de sécurité routière. La véritable tragédie réside dans le fait que sa mort aurait pu être évitée si des précautions de base avaient été prises. Son histoire souligne le besoin urgent de réformes dans la gestion de la sécurité routière et des infrastructures en Inde. Le 5 mars 2019, sur l'autoroute Interstate 10 près de la côte du golfe du Mississippi, un drame inimaginable s'est produit. Margaret Morer, surnommée Meg par ses proches, était une étudiante de 21 ans à l'université Tulane. En dernière année d'écologie et de biologie évolutive, elle participait à des programmes de leadership et travaillait comme enseignante assistante. Originaire de Forest Lake, dans le Minnesota, Meg était passionnée par les plantes. Ce jour-là, Meg et 5 amis se rendèrent dans un chalet situé dans les montagnes Blue Ridge, en Caroline du Nord. Après avoir assisté au défilé de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, ils étaient impatients de partir en randonnée. Voyageant en 2 voitures, ils se sont arrêtés à une aire de repos à l'ouest de Pascagoula, dans le Mississippi, pour faire une pause. Alors que Meg se tenait près de sa voiture, prête à repartir, un événement inimaginable s'est produit.
Un camion poids lourd de 18 roues, roulant sur l'Interstate 10 en direction ouest, a perdu une paire de roues arrière. Ces roues, pesant environ 450 kg, se sont détachées et ont roulé sur 260 mètres avant de heurter Meg. L'impact a été dévastateur et les roues ont continué à rouler sur 45 mètres avant de s'arrêter. La scène était chaotique et profondément bouleversante. Le capitaine Casey Baxter de la police de Gautier a décrit l'incident comme une chaîne d'événements tragiques et imprévisibles. Le chauffeur du camion, ignorant ce qui s'était passé, est finalement retourné à l'aire de repos après avoir remarqué un problème. Les autorités ont déterminé que le camion, appartenant à Dana Transport Inc., manquait une petite mais essentielle pièce mécanique, une rondelle de blocage métallique de 7,5 cm. Cette pièce, bon marché, était indispensable pour maintenir les roues en place. Son absence a probablement causé l'accident. La disparition de Meg a été un choc immense pour sa famille. Sa mère, Tracy Morer, a évoqué l'impact profond de Meg sur ceux qui l'entouraient, soulignant la joie qu'elle apportait à tous et la douleur immense ressentie par ceux qui l'aimaient. Les professeurs de Meg la décrivaient comme une étudiante brillante, créative et passionnée. La professeure Dorothy Cheruyot du département d'écologie et de biologie évolutive a mentionné l'enthousiasme de Meg pour ce voyage, notamment son impatience à l'idée du chalet et des randonnées. Une autre professeure, Donata Henry, a souligné son amour pour l'apprentissage, la qualifiant des étoiles brillantes dotées d'une passion profonde pour la découverte. En plus de ses accomplissements académiques, Meg était une artiste talentueuse. Elle illustrant un livre sur les insectes tropicaux et les oiseaux pour le professeur Tom Cherry, dont l'admiration reflétait l'émerveillement que son travail suscitait. Ses illustrations détaillées, notamment les ailes de papillon, brillaient d'un éclat saisissant. Quelques jours avant l'accident, Meg avait soumis plusieurs œuvres terminées, témoignant de son talent remarquable. La communauté de Tulane a pleuré la perte de Meg, la décrivant comme une étudiante ayant laissé une empreinte durable sur tous ceux qu'elle rencontrait. Un communiqué de l'université a souligné la tragédie de perdre 2 membres de la communauté en peu de temps, faisant référence à un autre incident où un diplômé de la faculté de droit avait également perdu la vie. En mémoire de Meg, sa famille et ses amis ont lancé une campagne GoFundMe pour soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, comme la conservation et l'éducation. Des plans ont également été établis pour exposer ses illustrations scientifiques en hommage à ses contributions artistiques et académiques. Avant son décès, Meg travaillait sur un projet de jardin communautaire à la Nouvelle-Orléans, témoignant de son engagement à utiliser ses connaissances pour le bien des autres. Ses proches chérissent les souvenirs de sa personnalité vibrante et de ses réalisations exceptionnelles. Son frère cadet, proche en âge, ressent particulièrement l'absence de sa compagne de toujours, car il n'avait jamais connu un monde sans l'autre. Cet événement tragique illustre l'imprévisibilité de la vie et l'importance de savourer chaque instant. L'héritage de Meg perdure à travers son travail, ses passions et l'impact qu'elle a eu sur les personnes qui l'entouraient. C'était un matin froid de 2015 à Mermans en Russie, près du cercle arctique. André Golubov, 36 ans, dormait dans son appartement lorsqu'il ressentit le besoin d'utiliser les toilettes communes. L'installation partagée était une vieille fosse septique délabrée, un simple trou couvert de planches en bois pourri. André et ses voisins l'utilisaient de fréquemment malgré son mauvais état. Mais cette nuit-là, le couvercle en bois affaibli céda alors qu'André était accroupi au-dessus de la fosse. André tomba dans la fosse septique, un trou profond rempli de déchets. Incapable d'en sortir, il se retrouva piégé dans une situation inimaginable. Il était 3 heures du matin et André était coincé. Peu après, Konstantin Polakov, 30 ans, arriva aux toilettes communes. Il vit André se débattre dans la fosse et appeler à l'aide. Au lieu d'agir immédiatement, Konstantin pensa qu'André parviendrait à sortir seul. Afin de ne pas déranger davantage son ami, il se soulagea ailleurs et retourna chez lui sans prévenir personne ni chercher d'aide. Il pensait qu'André, sans blessures apparentes et semblant capable, finirait par s'échapper. Cependant, la situation se dégrada rapidement. Les heures passèrent et les températures glaciales, les conditions insalubres et l'épuisement pur l'emportèrent. Sa voix s'affaiblit et ses tentatives pour sortir échouèrent. Au matin, Konstantin s'était endormi et n'était pas allé vérifier. L'incident resta non signalé. Ce n'est que le lendemain, lorsque d'autres voisins commencèrent à s'inquiéter, que Konstantin mentionna ce qui s'était passé. Un groupe se précipita vers la fosse septique pour découvrir André sans vie. Il avait succombé à l'épuisement et à l'hypothermie après avoir été piégé plus de 12 heures dans la fosse. Les autorités confirmèrent plus tard qu'il n'avait pas pu se maintenir à la surface et qu'il s'était finalement noyé. Avec sa structure délabrée et insalubre, la fosse septique commune avait été négligée pendant des années. Des voisins, dont Yuri Blen, 60 ans, exprimèrent leur frustration face aux conditions de vie. « Nous n'avons pas de toilettes privées et personne ne s'occupe de celles-ci. C'est dangereux, mais nous n'avons pas d'autre choix que de les utiliser », expliqua Yuri.
Cette tragédie mit en lumière les risques liés à une telle négligence. Les actions de Constantin, ou plutôt son inaction, furent scrutées. Il admit qu'il n'avait pas les coordonnées des services d'urgence mais pensait qu'Andreu s'en sortirait seul. Bien que les autorités aient qualifié l'incident d'accident, la famille et les voisins d'André se demandèrent si une action rapide aurait pu sauver sa vie. Ils pensaient qu'un simple appel à l'aide aurait fait toute la différence. Cette mort tragique souleva des questions sur la responsabilité. Et si quelqu'un avait entretenu la fosse septique? Et si Constantin avait agi plus tôt ou alerté les autres? De petites décisions, choisir d'agir ou ignorer un problème, peuvent avoir des conséquences significatives. La mort d'André souligna l'impact dévastateur de la négligence et de l'indifférence, tant dans les infrastructures que dans les actions humaines. En mai 1998, à Leicester, en Angleterre, deux ouvriers d'une boulangerie, David Mays, 47 ans, et Ian Erickson, 43 ans, ont perdu la vie alors qu'ils travaillaient chez Harvest-Time Bakeries. Ce jour-là, les deux hommes avaient pour mission de réparer un four industriel de 75 pieds, environ 23 mètres. Ce four, utilisé pour la cuisson à des températures atteignant 260 degrés Celsius, avait été éteint seulement 2 heures plus tôt. Mais il restait encore dangereusement chaud à environ 100 degrés Celsius. Les protocoles de sécurité exigeaient un refroidissement d'au moins 12 heures avant toute intervention, mais la direction a ignoré ces directives. Chaque heure d'arrêt représentait une perte estimée à 1120 livres. Cette décision de privilégier la rentabilité au détriment de la sécurité a conduit à une catastrophe. David et Ian sont entrés dans le four par une trappe située en bas, s'allongeant sur le tapis roulant destiné à transporter la pâte à travers la machine. Le tapis avançait lentement mais inexorablement, rendant toute retraite impossible une fois à l'intérieur. Ils portaient des combinaisons de protection légère, des gants et des renforts, mais cet équipement offrait une protection minimale contre la chaleur extrême. Cependant, personne n'avait vérifié le thermomètre du four qui aurait révélé qu'il était encore trop chaud pour y entrer. Peu de temps après être entré, Ian a utilisé sa radio pour signaler une chaleur insupportable. Les deux hommes ont vite compris qu'ils étaient piégés. Le tapis roulant poursuivant inexorablement son cycle de 17 minutes à travers le four. Il n'existait aucun moyen d'arrêter ou d'inverser le mouvement, les laissant totalement impuissants. Ian, père de 2 enfants, a réussi à ramper jusqu'à la sortie du four où ses collègues l'ont tiré dehors. Il s'est effondré sur le sol de l'usine, gravement brûlé, et est mort peu après des suites de son exposition à la chaleur. David, lui, s'était retrouvé coincé plus profondément dans le four et n'a pas pu être secouru. Les pompiers ont plus tard retrouvé son corps, gravement brûlé et portant de multiples blessures causées par les conditions extrêmes. Le fabricant du four avait clairement indiqué que les réparations ne devaient être effectuées qu'après un refroidissement de 12 heures et par une équipe d'au moins 4 personnes. Or, ces instructions avaient été totalement ignorées. La direction avait également choisi de ne pas retirer les panneaux latéraux du four pour faciliter l'accès, ce qui aurait permis une intervention plus sûre. Lors du procès au tribunal de Leicester Crown Court, l'absence totale de mesures de sécurité est apparue au grand jour. Le chef ingénieur Dennis Masters a reconnu avoir négligé le problème et promis de s'en occuper immédiatement. Quant aux combinaisons de protection fournies aux ouvriers, elles ont été décrites comme une solution de dernière minute totalement inadaptée à la tâche. Malgré les avertissements sur les risques encourus, la direction a insisté pour que la réparation soit effectuée sans attendre. Dans les jours précédant l'accident, David et Ian avaient confié leurs inquiétudes à leurs proches. Ian, lui, était pressé de terminer afin de pouvoir regarder la finale de la Coupe d'Angleterre avec ses fils. À la suite de cette tragédie, Harvest-Time Bakeries et sa filiale Fresha Bakeries Limited ont été poursuivis pour manquement à la sécurité des employés. Fresha Bakeries a écopé d'une amende de 250 000 livres, assortie de 175 000 livres de frais supplémentaires, tandis que Harvest-Time Limited a été condamné à une amende de 100 000 livres et à 75 000 livres de frais. Les directeurs, dont le directeur général John Britson, le directeur de production Brian Jones et le chef ingénieur Dennis Masters, ont été personnellement condamnés à des amendes allant de 1 000 à 20 000 livres. Le tribunal a conclu que les décès de David Mays et Ian Erickson étaient entièrement évitables. Le juge Simon Hammond a fermement condamné les agissements de l'entreprise, qualifiant leur mépris des règles de sécurité de dévastateurs. Cet incident tragique illustre à quel point le non-respect des protocoles de sécurité peut entraîner des pertes irréparables. Les vies de David Mays et Ian Erickson ont été brutalement écourtées à cause d'erreurs évitables, laissant leurs familles et collègues face aux conséquences dramatiques de décisions motivées par le profit.
Nous sommes le 25 novembre 1988 à Saitama, au Japon. Junko Furuta, une lycéenne de 17 ans, rentre chez elle à vélo après les cours lorsque sa vie bascule tragiquement. Junko est connue pour sa personnalité chaleureuse et son sérieux. Elle rêve de devenir chanteuse et économise pour un voyage de fin d'études tout en préparant ses examens. Mais ce soir-là, son trajet habituel prend une tournure dramatique. Vers 20h30, Junko est abordée par deux camarades de classe, Hiroshi Miyano et Shinji Minato. Miyano est réputé pour son comportement perturbateur, tandis que Minato est lié à des activités criminelles et à des gangs violents. Miyano avait montré un intérêt romantique pour Junko, mais après qu'elle l'a rejeté, il est devenu dangereusement obsédé. Ce soir-là, Miyano orchestre un plan pour la piéger. Minato renverse Junko de son vélo et s'enfuit, tandis que Miyano fait semblant de l'aider. Au lieu de la raccompagner chez elle, il l'attire dans un entrepôt abandonné où il l'agresse. Après l'agression, Miyano appelle Minato pour se vanter de son acte. Rapidement, deux autres camarades, Jo Ogura et Yasushi Watanabe, les rejoignent. Ces garçons, membres d'un gang, ont un passé criminel. Ensemble, ils décident de garder Junko captive pour leur propre plaisir. Dans les premières heures du 26 novembre, Junko est emmenée chez Minato. Il la force à appeler ses parents pour leur dire qu'elle a fugué mais qu'elle est en sécurité. Pour éviter les soupçons, les garçons la contraignent à jouer le rôle de la petite amie de Minato lorsque ses parents sont présents. Cependant, les parents de Minato se rendent vite compte de la situation, mais choisissent de ne pas alerter la police, par crainte de représailles de la part du gang auquel les garçons appartiennent. Pendant 40 jours, Junko endure des souffrances inimaginables. Elle est agressée, battue et torturée quotidiennement. Les garçons invitent d'autres personnes à participer, et près de 100 individus seraient impliqués au fil des semaines. Junko subit des traitements inhumains, notamment des brûlures, l'ingestion de substances nocives et l'exposition à un froid extrême. Malgré la détérioration de son état, ses bourreaux ne montrent aucune pitié. Les blessures de Junko sont terribles. Son corps est couvert de brûlures et d'échymoses, son cerveau est affecté par des traumatismes répétés et elle ne peut plus bouger ni parler clairement. À un moment donné, elle parvient à contacter la police, mais avant de pouvoir expliquer sa situation, elle est surprise et sévèrement punie. Ses bourreaux ignorent ses supplications pour que ses souffrances cessent et continuent de la torturer. Début janvier 1989, Junko est à l'agonie. Ses blessures sont si graves que son corps commence à se décomposer alors qu'elle est encore vivante. Lassée et irritée, ses bourreaux décident finalement de mettre fin à sa vie dans un dernier acte de violence. Le 4 janvier, Miyano lui verse du liquide inflammable et l'immole. Trop faible pour se défendre, Junko succombe à ses blessures. Son corps est placé dans un bidon de 208 litres rempli de ciment, puis abandonné à Koto, Tokyo. Le crime est révélé lorsque Miyano et Ogura sont arrêtés plus tard ce mois-là pour un autre délit. Pendant leur interrogatoire, Miyano dévoile l'emplacement du corps de Junko. La police récupère ses restes et les suspects sont arrêtés. Cependant, les verdicts judiciaires choquent l'opinion publique. Les garçons ne sont pas inculpés pour homicide, mais pour blessures corporelles ayant entraîné la mort en raison de leur statut de mineur. Cela entraîne des peines clémentes. Miyano écope de 20 ans, tandis que les autres purgent entre 5 et 9 ans de prison. Ces sentences provoquent une vive indignation. Après avoir purgé leur peine, les coupables poursuivent leurs activités criminelles. Miyano se retrouve impliqué dans des affaires de fraude et d'autres sont arrêtés pour divers délits. L'injustice du cas de Junko a suscité des débats au Japon sur la législation relative aux mineurs et conduit à des modifications de l'âge de responsabilité pénale. L'histoire de Junko Furuta est un récit déchirant de cruauté et un reflet des failles systémiques. Elle a laissé une empreinte indélébile sur sa famille, qui a continué à se battre pour la justice après sa mort. Bien que des réformes aient été adoptées, des questions subsistent sur la véritable justice rendue dans cette affaire.